Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass faite en partenariat entre Finance Innovation et l'IAE Paris-Sorbonne. Donc on est ravis de co-organiser cet événement. C'est une série de masterclass qu'on organise avec Emmanuel. Donc n'hésitez pas à vous connecter au site Finance Innovation, à nos événements pour voir la suite. Donc dès qu'on a les dates, on va pouvoir vous envoyer ça. Un mot très rapide sur Finance Innovation. Finance Innovation est le pôle de compétitivité dédié à l'innovation dans le secteur financier. Donc, notre rôle en tant que cluster d'innovation, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de la finance digitale et de la finance innovante autour de l'innovation, des nouvelles technologies, des dernières tendances en fait, d'innovation dans le secteur. Donc, on est une association, la 1901. On compte environ 600 membres aujourd'hui. Donc, beaucoup de fintech, insurtech, regtech. Donc, vous allez en découvrir deux aujourd'hui. On est vraiment ravis des belles pépites. Mais évidemment aussi des académiques, des laboratoires, des grands groupes. C'est l'ensemble de l'écosystème qui est représenté chez Finance Innovation. Et on va adresser toutes les verticales du secteur financier. Donc, la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi toute la partie immobilier, la finance durable, tout ce qui concerne la digitalisation des fonctions finance, donc les DAF, et aussi toute la partie finance décentralisée, crypto, Web3, etc. Donc, on organise des événements tout au long de l'année, à la fois des événements pour nos membres, des groupes de travail, des clubs, etc. Et aussi des événements qui sont ouverts à l'ensemble de l'écosystème, comme celui-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On a notre LinkedIn où vous avez toutes les informations. Et aussi sur notre site web, vous avez tous les événements. Donc, on a un programme aujourd'hui qui va être un petit peu différent parce qu'on a eu malheureusement quelques empêchements de dernière minute. Donc, Jean-Xavier et Gilles ne peuvent pas se joindre à nous ce matin. Donc, on va avoir un trio de choc qui va partager son expérience. Et peut-être n'hésitez pas évidemment à participer également aux échanges. De toute façon, ils vous donneront la parole. Voilà, sans plus tarder, j'ai le plaisir de passer la parole à nos intervenants. Merci beaucoup, Nicolas. Et je vais commencer effectivement par vraiment remercier l'équipe du pôle Finance Innovation, Maximilien, Nicolas, Marie-Lou, avec lesquels on a le plaisir d'organiser ces masterclass. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous et d'être ici dans ce lieu du Palais Brognard de la Bourse, avec cette idée très simple qui est effectivement de permettre des échanges sur des aventures entrepreneuriales, du retour d'expérience sur différentes thématiques, sachant que du coup on a à la fois tout l'écosystème du pôle finance innovation dans la salle, mais surtout souvent en ligne, et puis potentiellement l'écosystème de l'IAE Paris. Juste en deux mots, nous avons ici des étudiants du MBA entrepreneuriat de l'IAE Paris-Sorbonne. Tous sont en formation continue. En fait, c'est même une particularité de l'IAE Paris où on a 70% de nos 3000 étudiants qui sont des exécutifs, qui sont des personnes en formation continue. Et la particularité ici, c'est qu'ils sont dans le MBA entrepreneuriat et en fait, ils ont tous soit un projet entrepreneurial, soit effectivement, ils ont déjà créé et ils ont un projet de développement de leur entreprise. Et donc, à partir de là, on s'est dit que c'était intéressant de faire des masterclass et du coup, de leur permettre de rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui vivent l'aventure, d'échanger avec eux sur différentes thématiques. Et c'est évidemment, du coup, un grand plaisir aujourd'hui de commencer la deuxième année, le deuxième cycle finalement de ces masterclass sur un thème dont on a beaucoup parlé depuis quelques années, depuis, j'ai envie de dire, l'effet ChatGPT, OpenAI et l'IA générative qui a fait que même s'il y a existé déjà depuis très longtemps, elle est complètement rentrée dans le quotidien de chacun. Et donc, on s'est dit, finalement, essayons de commencer sur cette thématique IA et projet entrepreneurial pour voir un petit peu quels sont les leviers, les enjeux, également les points sur lesquels être attentif, sachant qu'on aura évidemment peut-être aussi des questions, ou ils auront peut-être aussi des questions sur vos propres aventures entrepreneuriales dans la mesure où eux-mêmes sont déjà lancés dans l'aventure. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de vous accueillir, Fabrice et Louis. Peut-être ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer déjà tout simplement en expliquant qui vous êtes, et puis ensuite on va rentrer dans l'exploration de nos thématiques. Allez.
Allez, je me lance. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour toute l'organisation. Moi, je suis Louis Petitjean. Je suis le cofondateur de Raylo AI. Cette entreprise a la particularité d'être à peu près au même stade d'avancement que le vôtre, puisqu'on s'est lancé, on a commencé à plancher sur le sujet début 2025 et on opère dans le secteur du ferroviaire, un secteur assez niche, mais qui a un potentiel assez intéressant, notamment avec tous les challenges écologiques et de mobilité qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on fait en quelques mots, on développe des outils d'intelligence artificielle pour faciliter et optimiser la maintenance des trains de marchandises spécifiquement. On a la spécificité, je dirais, de ne pas être une startup pure produit qui se focalise sur une unique proposition de valeur qu'on vient déployer dans ces entreprises. On développe en fait plusieurs outils, toujours avec une métrique en tête, celle de l'immobilisation et la disponibilité de la flotte. Pourquoi ? Puisque c'est la métrique qui intéresse le plus les acteurs du ferroviaire. Et nous, en fait, c'est là-dessus qu'on vient développer des outils, toujours en essayant d'optimiser ces métriques. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce que je peux dire de plus, c'est que moi, de formation, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle. J'ai commencé avant l'émergence de ChatGPT. Donc, on a vu un peu ce qui était l'avant. Comment est-ce que tout a pivoté en quelques années, en quelques mois même, vers aujourd'hui ce qu'on appelle l'IA générative et ce dont on parlera très probablement aujourd'hui. Bon, je prends le relais. Alors, donc Fabrice Métayer, moi, je suis cofondateur et dirigeant de la société Kernix. Donc, merci à tous d'être là et pour l'organisation et pour l'invitation. Alors, presque à l'inverse, moi, le projet, il n'a pas débuté début 2025, mais on est en train de fêter quasiment nos 24-25 ans. Donc, nous, Kernix, c'est une agence digital data. Donc, pour faire simple, on fait du développement logiciel avec des techno-web. Donc, ce que vous utilisez au quotidien, ça va prendre plein de formes, hein, que ce soit pour réserver, je ne sais pas, des trains, des voyages, ou en entreprise pour gérer un bout de CRM ou un bout de processus métier. On peut être l'agence qui l'a développé. Donc ça, on le fait pour nos clients, donc on fait du développement sur mesure. C'est le gros de notre activité, avec quelque chose de bout en bout, hein, de la conception, du conseil, du design, 3 petits points, beaucoup de maintenance. Et on fait aussi effectivement data IA. En fait, on a commencé assez tôt. Alors effectivement, on va chercher loin, puisque mon associé en fait a un diplôme de sciences cognitives et intelligence artificielle. Et c'était dans les années 2000. Donc bon, il y avait beaucoup de théories et pas forcément beaucoup de choses qu'on pouvait totalement mettre en pratique. Depuis, la techno a avancé, les datas ont été collectées. Donc, depuis 2008, on a cette activité-là. Et récemment, on a effectivement accéléré avec je dirais, la diffusion plus large, quasi grand public, de la partie IA générative. Bon, on parle de l'IA gène parce que c'est facile et puis on y a tous accès. On va parler de l'IA en général, ça va être plus simple. Et effectivement, il y a plein de choses dessous, mais on n'est pas obligé de les opposer. C'est de toute manière, à un moment, on parle de créer de la valeur, faire de l'accélération, automatiser. Donc, ce qu'on fait, nous, pour nos clients, de ce point de vue-là, c'est qu'on répond, comme pour le développement logiciel, à des besoins sur mesure. Donc, c'est très varié. Hein. Ça peut être, on peut intervenir dans le domaine des RH, donc des ressources humaines, pour, par exemple, faire de la correspondance entre des profils et des CV. Et ça peut s'appliquer à plein de choses, soit de la recherche d'expertise, du recrutement, du placement. À l'opposé, on peut aller accélérer avec des choses un peu plus mathématiques, par exemple, de l'extraction minière. C'est un peu particulier là, mais du coup, on va apporter une démarche mathématique pour savoir comment est-ce qu'on place bien les charges, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est optimum. Bon, voilà. Le grand écart est important. Et au milieu de tout ça, il y a tout ce que vous pouvez rencontrer aujourd'hui au quotidien, sachant que l'IA est un mot fourre-tout. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bien, mais il y a plein de choses dedans, de l'automatisation et de l'accélération globalement de traitement. Merci. Je pense que vous avez déjà plongé en nous expliquant ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'en première analyse, on peut se dire finalement l'IA, ça ouvre des nouvelles opportunités de marché, donc des gens qui vont pouvoir créer des entreprises, et on voit bien du coup que c'est un aspect qui peut être choisi, et en même temps, l'IA, le gros intérêt des différentes
technologie derrière l'IA, c'est que ça ouvre en fait un potentiel de création de valeur très important. Et peut-être du coup, ça peut évidemment intéresser. Alors, j'ai envie de dire le créateur qui parfois va vouloir gagner du temps, va vouloir finalement essayer de gagner en autonomie, qui va se dire à quoi ça peut servir, ou l'entreprise qui existe, qui se dit finalement à quoi je vais pouvoir l'utiliser. Donc peut-être on peut essayer de garder ça pour voir finalement où est-ce qu'il y a des potentialités ou effectivement des limites. Peut-être un aspect tout simple, finalement on a le sentiment que souvent l'IA, ça va être un levier pour concevoir le produit et que là on va vraiment pouvoir l'utiliser. Donc je ne sais pas comment vous voyez ça dans vos différentes entreprises. Je peux déjà rebondir sur la première partie de la question qui est la facilité aujourd'hui pour des nouveaux entrants de développer des produits. Et parlons au lieu de produits de prototypes et on viendra après sur la distinction qui est quand même assez importante. Je dirais que donc oui, déjà, il y a clairement un abaissement des barrières à l'entrée pour concevoir le premier prototype. Et ça vient totalement disrupter certains marchés, ça vient disrupter certaines manières de faire. Et donc oui, en tant que nouvel entrant, c'est extrêmement intéressant. Et après, Fabrice, je pense que tu compléteras sur voilà, comment s'adapter quand ce n'était pas intégré initialement à notre proposition de valeur. Sur le prototype, en effet, aujourd'hui, on a plein d'outils qui existent, qui sont disponibles, qui pour beaucoup sont même ont des crédits gratuits. Donc, on peut très simplement tester et voir comment est-ce qu'on peut concevoir un prototype. Aujourd'hui, on part de l'idée, on a une idée, on a un retour utilisateur. On peut très rapidement, en quelques prompts, un peu comme vous faites sur ChatGPT, on peut aller prototyper ou du moins compléter une maquette qui pourra, avec lequel l'utilisateur pourra interagir. Et ça, en fait, ça vient tout chambouler, puisque aujourd'hui, on a très rapidement, en une matinée, peut-être en quelques jours, des prototypes avec certains aspects fonctionnels qui peuvent être conçus et qui peuvent être mis dans les mains des utilisateurs. Et en fait, ça vient totalement bouleverser la conception d'un produit, puisqu'on a des boucles d'itération qui sont beaucoup plus rapprochées. Et ça devient extrêmement intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Et pour compléter ou pour mettre à côté, c'est aussi en fait une forme de libération de la créativité. Parce que globalement, pour un effort raisonnable, une énergie raisonnable, on peut très vite la mettre en œuvre, la rendre visuelle et donc passer à l'étape d'après. On voit bien, nous on l'a vu depuis qu'on existe tout court, quand on travaille pour nos clients, il y a un gros sujet qui consiste à passer de l'idée à l'expression de besoin, le cahier des charges, quelque chose. Donc, ça va passer par des croquis, on est passé par de la facilité graphique, on a fini par… il y a eu une grande période où on faisait des mock-ups partout, parce qu'on se disait « Ah ouais, quand c'est visuel, on comprend mieux que les cahiers des charges. » Oui. Et en fait, dans cette veine-là, je suis tout à fait d'accord. En fait, de manière relativement simple, il y a plein de compétences qui sont à votre service, qui sont vraiment pas chères. C'est-à-dire que ce soit des crédits gratuits ou payants, enfin, allez prendre un logiciel qui coûte 20, 40, 100 euros pour un mois, ce que vous allez pouvoir en faire, c'est phénoménal par rapport à ramener ça à 1 heure d'un expert, sachant qu'il va en falloir plusieurs pour les coordonnées, et puis votre énergie pour les coordonnées. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un accélérateur. Bien sûr, on parle de prototype, on parle de « Ah, j'ai une idée, qu'est-ce que ça donnerait visuellement ?» Parce que globalement, ce qui fonctionne, c'est quand on se met à la place de l'utilisateur. On est dans un monde où c'est l'utilisateur qui décide. J'exagère un peu, mais globalement, c'est ça dont on se préoccupe quand on développe, nous, pour nos clients, ou nos clients, ce qu'ils veulent faire. C'est qu'ils se posent cette question-là. Je dirais, on n'est plus dans il y a une trentaine d'années où vous utilisiez ce que les éditeurs ont décidé de faire. Point. Il n'y avait pas d'alternative. Là, il y a une telle alternative que c'est vraiment très important. Donc voilà, c'était pour parler vraiment de la créativité, cette accessibilité. Et je suis tout à fait d'accord sur l'accélération possible, la maturation vers un produit ou une idée de produit. Donc effectivement, on peut aller beaucoup plus vite, on peut aligner, on peut présenter ça à plein de monde en distant, récupérer effectivement les retours et puis améliorer. Donc c'est de ce point de vue-là, effectivement, je pense que l'IA est vraiment accélératrice pour des projets, pour des produits. Après, je fais une petite distinction. Quand on parle de l'IA pour un entrepreneur, il y a aussi l'IA bureautique. C'est moins
c'est moins stratégique, c'est peut-être moins grandiloquent, mais enfin, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que vous avez quand même des accélérateurs qui vont être pour de la prise de notes, pour de la production de contenu, pour j'en passe et des meilleurs, de manière à gagner du temps. Et si vous arrivez à rester à peu près focus, c'est-à-dire vous utilisez l'IA pour gagner du temps, et pas pour vous embarquer dans un truc que vous n'aviez pas prévu, en fait, le temps libéré, il est a priori à votre main. Vous allez décider ce que vous en faites. Soit vous gérez un équilibre, soit vous allez pouvoir justement accélérer, passer plus de temps à créer ou à imaginer que à faire ces fameux comptes rendus, à essayer de retrouver les notes d'il y a X temps. 3 petits points. Voilà. Donc, les deux sont importants. Et je rebondis directement là-dessus. Enfin, je suis totalement d'accord. Et en fait, aujourd'hui, dans cette phase de démarrage pour les fondateurs, je trouve qu'au-delà du prototype, il y a un élargissement du champ des compétences des fondateurs. Attention à ne pas confondre avec les connaissances, puisqu'il faut quand même être capable de vérifier ce que l'IA va nous sortir, mais on a un élargissement des compétences, ce qui fait qu'une équipe de fondateurs qui commence et qui démarre sur un projet va pouvoir d'une part aller plus vite, mais surtout va pouvoir s'étendre. Enfin, on ne parle pas simplement d'un outil de productivité qui va vous rendre plus efficace sur les tâches que vous faisiez et que vous saviez faire, mais d'un outil qui va élargir le champ des compétences et qui va vous permettre de faire ce qu'avant vous ne pouviez pas faire. Et là, ça devient extrêmement intéressant puisqu'on n'a pas besoin de faire grossir les équipes aussi rapidement qu'on les faisait grossir auparavant. Et c'est tout un avantage pour cette phase de démarrage. Et là, du coup, on se dit, si on rebondit tout de suite, on se dit effectivement, on imagine la situation un peu différente selon que je commence seul, que je commence en équipe, ou que j'ai déjà ma structure qui existe avec une équipe plus conséquente, notamment quand on a souvent des personnes qui commencent seules ou équipes de 2 personnes. Et à ce moment-là, on se dit, là, il y a un vrai gain d'efficacité, d'énergie. J'aime bien la remarque que tu faisais, Fabrice, sur le côté créativité, le côté aussi efficacité bureautique. On peut gérer son temps et on peut arriver finalement à tester beaucoup plus vite des choses auprès de clients potentiels, parce que le message aussi, on voit bien, il y a un volet techno qui va être super intéressant, qui peut nous aider à faire des choses, et puis il va y avoir un côté client qui est fondamental. Quand j'ai ma structure, il faut que je sois capable de toucher mes clients, de satisfaire les besoins, etc. Donc là, on se dit, il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus, quoi. Ouais, et puis en fait, on se rend compte, nous, notre métier, c'est de développer pour nos clients. Et nos clients, ils sont censés savoir ce qu'ils veulent. Autant vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Et surtout, la réalité, c'est qu'on est dans le sur-mesure. Donc en fait, entre ce qu'ils veulent et ce qu'on va faire, il y a un gap énorme. Mais c'est toujours comme ça. Enfin, alors, moi, je dis ça toujours en début, la première fois qu'on se rencontre, en disant on va se voir, on va parler, vous allez me faire une commande et puis je vais vous livrer quelque chose qui n'aura rien à voir. Et c'est vrai, en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, il y a le temps qui intervient dans tout ça. Il y a l'expression de besoin et puis il y a le temps. Et il y a les contraintes techniques que globalement, quasiment personne ne prend en compte au départ. Et souvent, se mettre à la place de l'utilisateur, c'est pas fait non plus. Souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent. Donc, l'accélération là dont on parle, c'est que oui, je prototype, donc je rends les choses visuelles. Alors, tout n'est pas visuel, mais très souvent quand même. La plupart des produits dont on parle, à un moment, ça nécessite une interaction ou tout du moins, ça va amener à une expérience. Quand on arrive à rendre cette expérience palpable, concrète, on gagne un temps phénoménal. Et on peut voir que, ah ben non, en fait, mon idée qui semblait géniale hier matin, en fait, elle est nulle. Parce que je la mets auprès de personnes qui n'ont pas du tout le même mode de raisonnement que celui que j'avais. Soit je n'avais pas fait l'effort, soit je n'avais pas la compétence pour l'imaginer. Donc, je le teste, je le mets, je fais « Ah, non, ce n'est pas du tout ça ». Ça ne veut pas dire que fondamentalement, le produit n'est pas bon. C'est juste qu'il est mal abordé. Donc, on va pouvoir refaire une autre boucle. Et puis, du coup, aller plus vite, quelque part, à l'échec ou aller plus vite à quelque chose qui ressemble à un début de produit. Après, c'est une autre histoire. Totalement d'accord, et je pense que je compléterai avec un exemple. Nous, du coup, on opère dans le secteur du ferroviaire. Comme vous pouvez vous l'imaginer, voilà, c'est un secteur qui, dans ses modes de fonctionnement, est assez archaïque, assez lent dans ses processus de décision et dans ses boucles d'itération. Aujourd'hui, la plupart de nos concurrents sont des boîtes spécialisées dans le ferroviaire qui développent des outils IT, logiciels, et qui fonctionnent sur une pipeline de vente assez classique, c'est-à-dire que l'entreprise fait une demande sur Internet de devis, derrière, il y a des rendez-vous, etc. Et donc, avant, rien que de commencer à parler
produit, vous avez 2 semaines qui se sont écoulées, pour peu que les réponses se soient faites assez rapidement. Et nous, en fait, on est en train de venir bouleverser. Et je pense que c'est un de nos avantages et qui nous permet d'entrer sur un marché aussi complexe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de bouleverser cette rapidité, enfin, la vitesse à laquelle on peut montrer le potentiel de ce que l'on souhaite développer. Je vous donne un exemple. Mercredi, on avait un rendez-vous qui est prévu lundi avec la direction d'une boîte ferroviaire. On sait les sujets qu'on veut aborder avec eux parce qu'on a déjà identifié la problématique, mais on ne connaissait pas le comportement utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur va vouloir faire pour répondre à cette problématique initiale. L'utilisateur, on l'a contacté en parallèle sur LinkedIn. On l'a vu mercredi dernier. On lui a posé toutes les questions, ce qui nous permet aujourd'hui d'imaginer un produit. Et donc, vous le voyez venir, c'est qu'on avait entre mercredi dernier et lundi prochain pour concevoir un prototype. Et aujourd'hui, en fait, en 3 jours, on va pouvoir montrer quelque chose. Et ça, en termes de perception de la valeur, pas de la valeur elle-même, mais de perception de la valeur, c'est quelque chose qui est exceptionnel, puisque en 3 jours, là où avant, c'était minimum 2 semaines, mais on parle plus d'1 mois, en 3 jours, on va arriver devant la direction, on va leur montrer quelque chose qui répond à un besoin de leurs équipes. Et ça, en fait, ça bouleverse totalement la manière dont eux vont interagir avec nous, puisqu'ils vont se dire, OK, eux, ils ont vraiment compris ce dont on a besoin. Ils vont déjà, comme tu dis, apporter des pistes de réflexion pour améliorer le produit. Et derrière, on va pouvoir être extrêmement rapide. Puis ils vont se projeter, en fait. Ils vont se projeter. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Juste pour compléter, en fait, on est bien sur un accélérateur, quelque chose qui augmente un petit peu l'équipe qui est en place, mais tout ça dans un contexte d'expertise. C'est-à-dire qu'il vous connaissez votre métier, vous savez puis vous avez des expertises. C'est-à-dire que vous avez pensé au fait que vous alliez aller voir un client pour lui faire quelque chose plus ou moins sur mesure dans votre secteur d'activité, mais qu'en fait, ça serait vraiment bien de savoir c'est quoi le problème, de manière à le simuler en partie, les premières étapes. C'est comme une histoire. Quand vous racontez une histoire, vous avez quand même l'accroche. Une fois que vous avez emporté les gens, ils vont même s'il y a des passages un peu moins, on va dire, exceptionnels, vous vous laissez guider. Voilà, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup d'intelligence à côté de l'intelligence artificielle pour bien l'exploiter et en faire un vrai outil. Et là, du coup, on voit bien l'intérêt que l'IA, finalement, est un moyen de t'aider à renforcer, à libérer, à accélérer cette intelligence humaine, et que c'est l'entrepreneur qui, à un moment donné, doit savoir où il veut aller et a une vraie réflexion, une expertise qu'il va pouvoir utiliser pour aller au-delà et puis finalement pouvoir satisfaire ses clients. Et j'aime bien aussi l'idée que ça change la posture avec le client également, en l'occurrence, parce que finalement, notamment dans un secteur un peu traditionnel, ça réinvente la façon de travailler avec lui par rapport à des visions classiques de donneur d'ordre ou finalement d'expression de besoin, de trucs comme ça plus traditionnels, quoi. Ce qu'on va avoir à bouger d'ailleurs à ce niveau-là, ou ce qui va bouger, mais vous allez le vivre, parce que il y a un truc qu'on ne maîtrise plus du tout, nous, depuis qu'on fait, on va dire, de l'IA ou sur l'accélération des 2 dernières années, c'est le temps. Alors là, autant vous dire que les projections de temps, alors là, on ne sait absolument plus qu'est-ce qui va venir quand. Avant, on avait du mal, mais on avait quand même une échelle de temps qu'on arrivait à maîtriser à l'échelle d'1 an, 1 an, 2 ans. Là, effectivement, moi, j'ai plusieurs cas, des projets qu'on a étudiés pour des clients. On a tardé parce qu'on était dans une approche un peu traditionnelle, celle que tu décrivais, où il fallait 1, 2, 3 mois pour se décider. Grand bien nous en a pris, parce que 3 mois après, il y avait 3 éditeurs qui sortaient leur module. Donc, c'était très bien qu'on ne l'ait pas fait. Donc, ça, c'est plutôt pour dire le sujet d'un rapport au temps. Mais par rapport effectivement à ce que tu dis là, c'est que il va falloir libérer, va falloir en fait que nos clients consomment cette créativité. Et pour ça, il va effectivement falloir qu'ils sortent quand même de leur manière de faire classique avec l'appel d'offres, les 3 semaines, les ceci et les cela. Parce que l'appel d'offres, par exemple, qui consiste à énoncer juste un cahier des charges et sur lequel il n'y a pas d'interaction, et il y en a un certain nombre qui se passe comme ça, ça ne permet pas de faire quelque chose d'intelligent comme on l'a là. Donc, en fait, on se retrouve sur une sorte de compétition, une guerre liée à des prix, à celui qui va le mieux l'écrire. Donc, peut-être qu'il y en a un qui a une IA qui fait des plus jolis PowerPoint. Mais enfin bon, acheter sur un PowerPoint, c'est quand même pas la meilleure des bonnes idées. Donc, il faut que les process aussi évoluent de manière à ce que, globalement, on peut interagir. Ce qu'on veut tous, c'est un bon produit à la fin.
celui qui édite peut faire un bon produit, le client en a besoin d'un parce que ça va lui faire un retour sur investissement, et on est tous contents. Ce n'est pas une guerre, on n'est pas en train de mettre quelque chose et donner ça à des nations qui se battent les unes par rapport aux autres pour qu'il y en ait une qui gagne. Ce n'est pas ça du tout la philosophie. Et donc, du coup, ça change le mindset. Mais ça nous rapporte à du politique, à du stratégique, à du temps long. On verra. J'espère que ça va évoluer. Mais c'est important que ça change pour justement capitaliser sur exactement ta démarche qui consiste à dire, attends, moi j'ai des compétences, vous avez un besoin, je peux aller plus loin, je vais vous le suggérer, vous allez le visualiser, et ok, boum, on y va. Et enfin, on y va. Parce que moi, je suis installé chez certains clients aussi dans le ferroviaire, et effectivement, on a des choses de poser, on a énormément de ce que nous, on appelle le legacy, qui est là, donc qui a beaucoup de valeur. Donc, c'est bien qu'on soit là, qu'on ait la connaissance, qu'on ait l'histoire et qu'on ait nos vieux, entre guillemets, logiciels. Mais il faut qu'on puisse, à un moment, être challengé, et il n'y a aucun problème pour travailler à plusieurs. Quelqu'un qui apporte de l'expertise, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Travailler à 1, 2, 3 prestataires ensemble pour une création de valeur, il n'y a pas de sujet. C'est tout à fait possible. On vient dans un monde de coopération et d'interfaçage. Ce n'est pas possible autrement, de toute manière. Personne n'aura toute la compétence, et notamment métier. C'est-à-dire que ce que vous savez, il n'y a pas grand monde sur la place qui doit le savoir. Oui, totalement. Et je pense que le mot-clé, c'était retour sur investissement. Quel est le ROI qu'on veut avoir avec notre produit? Et bien qu'on puisse être beaucoup plus rapide pour montrer quelque chose, et c'est là où l'intelligence humaine reste extrêmement importante, à mêler avec la compétence métier, soit en interne, soit chez le client. Mais il faut toujours garder en tête que l'objectif de ce produit, c'est de répondre à la problématique initiale et d'avoir un ROI important. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on tombe un peu, notamment dans ce qu'on voit passer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, on tombe sur beaucoup de produits qui ont été conçus très rapidement, qui sont très shiny, très intéressants dans la maquette, dans la perception visuelle qu'on peut en avoir. Mais derrière, est-ce que c'est un réel ROI? Et pour ça, en fait, la question, c'est toujours de savoir comment votre produit va s'intégrer dans les habitudes du client, dans les processus du client. Et en fait, ça, aujourd'hui, on ne peut pas le court-circuiter avec de l'IA. Le MVP, c'est une fois qu'on a identifié tout ce qu'il y a autour, on peut aller créer ce MVP. Mais il ne faut pas court-circuiter cette première étape. Oui, c'est vraiment quelque chose à retenir. L'IA, c'est un ensemble d'outils potentiellement super intéressants. À partir de là, ça accélère la capacité à tester, la capacité à montrer, la capacité à avoir des retours. Et cette idée, c'est effectivement de penser, alors le client qu'on peut avoir qui est déjà un business, mais surtout penser l'utilisateur final, qu'est-ce qu'il en veut et comment on répond à ses besoins à lui. Alors en B2B, ça peut sembler plus direct, en B2C, c'est un peu différent. Et on parle en fait, là on parle beaucoup de prototypage et on imagine des outils qu'on vient prototyper. Mais en fait, ça s'élargit à n'importe quelle manière dont vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, la génération de contenu, c'est pareil. Le potentiel est énorme. On peut accéder en masse à de la génération de contenu qui peut vous servir sur les réseaux, qui peut vous servir pour du marketing quelconque. Pour autant, derrière, il faut qu'il y ait une vraie intelligence derrière. On le voit bien, tout ce qui est généré par ChatGPT est posté immédiatement sur les réseaux. C'est catastrophique et ça attire absolument personne de lire le énième post ChatGPT de la journée. Et donc, en fait, il faut l'intelligence initiale humaine, l'expertise métier, avec toujours en tête le client, l'utilisateur, l'ICP qu'on veut avoir à la fin, pour réussir à utiliser l'IA pour certes faire de la masse, mais de la masse très focalisée sur ceux à qui on veut s'adresser. Donc, c'est intéressant parce que ce que vous dites retombe avec des résultats d'études qu'on voit sur l'impact par exemple, de ChatGPT, où on voit bien effectivement, si on part sur une utilisation non critique de l'outil, en fait, on arrive à une catastrophe parce que si on laisse l'expertise en cours de route, l'esprit critique, en fait, on génère des choses qui peuvent être belles, mais assez vite de sens. Je pense que en fait, l'IA, ça va devenir en ce moment, ça va faire la part belle aux expertises. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte, en fait, ça nivelle par le bas. Donc, en fait, tout le monde a le même niveau de base. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose, parce qu'en fait, ça n'intéresse personne, le niveau de base. Personne ne veut lire, effectivement, je suis d'accord avec toi, le énième post sur un événement, qu'il soit d'actualité économique ou salon,
qui toujours la même chose, quoi. Enfin, et rédigé de la même manière. Alors, ok, il y a 3 emojis qui sont pas les mêmes. Les emojis sont plus jolis. Ok, soit, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Donc, effectivement, c'est la part belle à l'expertise. Et après, bon, on en parlera peut-être aussi dans les usages. Là, on vient quand même avec ce prisme entrepreneuriat. Donc, comment ça vient au service de l'entrepreneur et donc des projets dans les équipes. Après, quand on va venir sur des expertises très pointues, là, par exemple, on parlait de contenu. Bon, tu es plus ou moins à l'aise avec le marketing. C'est vrai que utiliser on va dire une IA pour t'accélérer, sortir ta page blanche, ça te pose des idées et donc tu moulines là-dessus, tu te l'appropries, bah, très bien. En fait, c'est un peu comme un coach. Il est accessible, il était là à l'heure où tu en avais besoin, il peut prendre en charge ton contexte, ainsi de suite, c'est cool. Après, on va commencer à changer de registre. Là, tout à l'heure, en fait, on parlait beaucoup, par exemple, du prototypage. Pourquoi est-ce que c'était intéressant? Parce que le résultat, il est visuel. Donc, le sujet, il est de rendre quelque chose visuel pour les autres. Donc, on est dans une forme de communication et pas le meilleur visuel du monde. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'IA avec le design de t'inventer l'iPhone. Qui, d'un point de vue design, a été révolutionnaire, patati patata. C'est pas ça qu'on demande. On demande par contre de représenter une interface, quelque chose dans lequel ton interlocuteur va pouvoir se projeter. Et ça marche dans tous les métiers. Donc, nous, on fait beaucoup de code, donc on a un sujet sur le code. Et on en parle. Enfin, pas que nous, on en parle globalement. Pourquoi c'est pas les... Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est les IA qui doivent coder. Bah, en fait, OK, elles savent coder. Maintenant, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'elles devraient coder? Ça, c'est un vrai sujet. Donc, tu as un projet. Donc, il faut quand même que tu le saches. Et puis, qui, parmi nous, on a le cas sur la voiture autonome, va se dire, OK, ce qu'elle a fait, forcément, c'est bon. Ça couvre tout. C'est quand même compliqué. Donc, oui, elle est capable de coder, elle est capable de très bien coder, mais c'est bien parce qu'elle est pilotée, contrôlée et qu'il y a des gens qui ont une expertise, qui savent ce qu'ils attendaient, ce qu'ils savent qu'elle voulait qu'elle fasse, qui, du coup, vont dire, OK, ça, c'est bon, ça, c'est bien, je l'utilise, ça, tu plantes. Parce que la réalité, elle est que très régulièrement, ça part en carouette. Mais pour un rien, hein. Mais ça va pas du tout là où tu pensais que ça irait. Et là, je trouve, alors, pour le coup, ça vaut peut-être le coup de s'attarder un peu sur cette question-là, c'est-à-dire jusqu'où je vais. Finalement, je peux utiliser comme outil Propto, je peux peut-être aller jusqu'au MVP, mais attention, parce que à ce moment-là, est-ce que j'ai pas un risque d'avoir des choses un peu aberrantes? Finalement, je peux avoir une entrée en disant, bah, finalement, c'est bien, ça permet d'éviter d'avoir l'équipe technique, mais en fait, très vite, on va se rendre compte, finalement, ce que j'ai, c'est peut-être viable pour un proto, mais qu'est-ce que je fais derrière quand je vais passer en production, je vais imaginer aller vers un produit? Et est-ce que là, finalement, je ne vais pas atteindre des limites de l'IA ou des problèmes potentiels? Oui, totalement. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est assez intéressant puisque, je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est le vibe coding. Le vibe coding, globalement, c'est l'idée de pouvoir générer du code, générer un prototype, générer un produit avec des prompts. Pardon. Il y a pas mal d'outils qui existent désormais, qui sont extrêmement intéressants, parce que comme on l'a dit depuis le début de la conférence, en quelques prompts, vous allez pouvoir arriver à une maquette visuelle extrêmement intéressante. Au bout de 15 minutes d'interaction avec ces outils, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai mon produit à la fin de la matinée. À la fin de la matinée, vous vous dites, merde, en fait, il me faudra probablement 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand je viens générer le code, ces outils sont extrêmement précieux, extrêmement forts pour générer tout un tas de fonctionnalités qui vont réussir à interfacer les unes avec les autres. Par contre, dès que vous allez en venir à modifier ces fonctionnalités, les outils aujourd'hui ne sont pas exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, plus votre base de code va augmenter, plus les outils vont avoir du mal à trouver la partie du code associée à cette fonctionnalité et donc risque de faire n'importe quoi. Et en fait, le gros souci, c'est que si vous avez interagi avec ces outils uniquement textuellement, c'est-à-dire en promptant l'outil pour générer votre produit, vous n'avez aucune connaissance de comment est-ce que le code est organisé, comment est-ce que votre produit est créé et conçu. Et en fait, le jour où vous avez besoin de faire une maintenance ou de faire une spécification pour un utilisateur donné qui demande cette fonctionnalité un peu différemment des autres, l'outil IA va avoir du mal
à le faire lui-même. Et là, en fait, vous êtes totalement bloqué parce que vous vous retrouvez avec un produit sans aucune expertise technique au sein de vos équipes, totalement bloqué parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir avoir le résultat que vous souhaitiez. Et en fait, on parlait tout à l'heure des boucles d'itération. La première boucle est totalement accélérée. Les suivantes aujourd'hui ne le sont pas encore totalement. C'est-à-dire que quand il va falloir itérer sur ce produit, vous pouvez en faire 1, 2, 3, mais dès que vous arrivez sur un produit complexe, vous ne pourrez plus itérer aussi rapidement. Et là, en fait, ça devient problématique puisqu'on a mis en avant toute la force que ça avait aux yeux de l'utilisateur, mais attention, parce que ça a aussi pas mal de faiblesses, c'est-à-dire que si vous l'avez habitué à des boucles d'itération de 1 semaine ou 2, et que la 5e boucle d'itération se fait en 3 mois, exactement, dans ce cas-là, on perd énormément en valeur ajoutée, et là, il se demande où va mon argent. Non, mais c'est très vrai. Donc, en fait, du coup, on rentre dans autre chose qui va s'appeler le cycle produit. Donc, il y a un moment, un cycle produit, un cycle projet, ça reste réel, ça. Donc, si on accélère des parties, on n'accélère pas tout. Et donc, il y a quand même une réalité. On accompagne un client, vous faites un produit. Donc, là, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup en B2B, mais ça marcherait potentiellement en B2C, dans le sens où il y a des attentes et il y a un certain nombre de choses d'un point de vue des consommateurs. Mais effectivement, il faut s'inscrire dans quelque chose qui est viable. Donc, même si on accélère des petites parties, on doit partager une réalité qui est qu'un produit, ça met du temps à être fait et qu'il va y avoir une phase peut-être très importante, on va dire, de consolidation, c'est-à-dire passer du prototype au vrai MVP ou faire le MVP OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est la version la plus, on va dire, la plus sobre ou la plus frugale, globalement, à peu près, de votre produit. Et puis après, on va commencer à l'enrichir. Normalement, le MVP, il est à géométrie variable. Ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. C'est-à-dire que, je dirais, le panel fonctionnel auquel il doit répondre, ça dépend de sur quoi vous êtes projeté. Ça n'existe pas, c'est pas une théorie, quoi. Donc, c'est ça que vous avez à faire. Et donc, là, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Vous allez pouvoir utiliser les outils pour accélérer encore. Enfin, on va dire votre entreprise, parce que vous ne faites pas tout seul. Et puis, ne vous improvisez pas codeur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. À la limite, apprenez à coder avec, mais ne vous improvisez pas codeur. Et effectivement, voilà, quand on va parler de MVP, de quelque chose en production, voilà, tout change. Mais c'est exactement comme... je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir. Vous faites une cousinade. C'est très bien. Il y en a un de vous qui sait cuisiner, il y en a un autre qui sait faire ceci, cela. Ok, on est dans un cercle restreint, fermé, tout va bien. On se fait le barbecue. Le soir, on mangera de la viande froide, le lendemain aussi parce qu'on avait trop grillé, et ainsi de suite. Ok, la semaine d'après, vous dites, bon, ça va, je suis capable de gérer une cuisinade, je peux ouvrir un resto. Non, en fait, pas du tout. Parce que les fondamentaux, c'est les mêmes. Mais la marche en avant, la gestion de tout ce qui va être l'hygiène, la conservation des produits, ce qui est sorti, on ne peut pas le rentrer. Voilà. En fait, quand on fait un produit, et notamment un produit digital, c'est exactement pareil. On a des sujets de sécurité, on a des sujets potentiellement de souveraineté, de scalabilité, même s'il ne faut pas tout mettre tout de suite, c'est progressif, mais c'est les vrais sujets. Et il y a, même super intelligente, même super bien briefée, elle ne connaît pas tout ça, ou elle ne sait pas forcément comment bien l'implémenter. Donc ça c'est un aspect. Et il y a un deuxième aspect, c'est une idée, mais elle est partie. Et donc peut-être elle va revenir après. Je ne sais plus où elle est. Je peux prendre le temps que ça revienne. Je vous donne un exemple. Nous, on a fait les frais du vibe coding poussé à outrance. On était arrivé dans l'équipe, on était 2. J'étais le seul à savoir coder. On s'est dit, voilà, Lovable, Cursor, qui sont des outils qui vous permettent de générer de manière assez intelligente du code et donc des produits. On les a utilisés, on a foncé tout droit. Et là, on arrive, on a un MVP qu'on a montré qui intéresse pas mal d'utilisateurs, pas mal de potentiels clients. Et ils nous commencent à nous demander des modifications sur certaines fonctionnalités. Certains commencent même à nous demander sur quel point est-ce que ça va pouvoir s'interfacer avec nos ERP. Et là, en fait, vous arrivez sur des questions qui sont extrêmement compliquées. On n'avait aucune idée de la manière dont le code était organisé, puisque nous, on voulait avancer très vite pour réussir à voir s'il y avait quelque chose à faire. Et ça a réussi à montrer qu'il y avait quelque chose à faire. Mais par contre, on a accumulé une dette technique assez importante. Et donc, on en est arrivé au point où, en fait, il a fallu repartir de zéro sur des bases solides, construites, avec lesquelles aujourd'hui on peut interagir. Et ces bases ont quand même été construites avec des outils d'IA, mais plus en mode copilote plutôt qu'en mode délégation.
Et ce qui veut dire qu'effectivement, j'aime bien la remarque sur la dette technique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un outil qui répond à un objectif finalement qui a un grand intérêt, qui a un côté accélération, mais ne pas perdre de vue qu'il y a un côté back-office derrière et que quand on parle d'un produit en production, il y a des process, de la sécurité, des choses, il faut maîtriser le code, il faut être capable de rentrer dedans pour changer. Alors, en même temps, quand je vous écoute, j'ai le sentiment de retrouver des débats que j'ai vus il y a très longtemps sur les systèmes d'information. Avant les ERP, même, donc une époque que certains n'étaient même pas nés, où effectivement les gens disaient on a développé un super système d'info, puis à un moment donné, vous disiez en fait, plus personne ne le maîtrise parce que globalement, on a fait des petits bouts, des machins, et là, on a ce côté-là, c'est-à-dire que le risque, je me focalise sur une solution rapide, mais ne pas perdre de vue que derrière, je vais devoir mettre en œuvre des moyens pour être capable de vraiment construire un truc qui soit modulaire, bien conçu, travaillé, pour avoir finalement un back-office qui soit performant, quoi. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est une histoire d'architecture logicielle, effectivement, dans toute la transfo numérique et toute l'édition de logiciels, ça s'est fait. Après, c'est juste qu'on le fait un peu différemment. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est globalement, c'était un fantasme d'il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais globalement, on se disait, ah bah ouais, je vais faire développer à l'étranger mon truc, j'envoie un cahier des charges, il y a 100, 200, 300 personnes qui développent, ça revient, et ça fait ce que j'ai demandé. Et c'est vrai, ça fait ce que j'ai demandé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je ne sais même pas si je peux y toucher, mais ça fait ce que j'ai demandé. Bah là, c'est un peu pareil. Et sauf que le paradigme a un peu changé. C'est que, en fait, comme tu l'as dit, tu as habitué, tu as promis au client, globalement, tu fais du sur-mesure et tu vas être super vite. Tu vas aller super vite. Donc là, il ne peut pas comprendre que tu lui redises ah bah non, bah là, l'évolution, oh bah, je ne peux pas la faire. Enfin, je ne sais pas la faire, en fait. Bon, tu ne le dis pas comme ça parce que tu es commercial, mais je ne sais pas la faire. Donc, ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser différemment, utiliser les outils, mais garder la main. Enfin, tu dois piloter les choses. Et c'est ça l'idée qui est partie et qui est revenue depuis. c'est que souvent, on vous parle là par exemple de vibe coding, ça veut dire vous parlez un peu naturellement, globalement, un peu comme un chat GPT, et il va vous produire des codes. En fait, il ne fait pas que produire du code, c'est-à-dire comme chat GPT, vous savez, vous avez les éléments sous les yeux. Ces outils-là, en fait, vont créer des fichiers. Ils vont mettre le code dedans. Ils vont commenter les fichiers. Ils vont lier les fichiers entre eux. Ils vont les appeler les uns aux autres. Ils vont faire des connecteurs avec l'extérieur. Donc, ça devient vite compliqué. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait 1, 2, 3, 4 prompts, vous avez un projet. Donc, un dossier, 18 fichiers, des inclusions dans tous les sens. Et là, si vous ne maîtrisez pas le sujet, bah, en fait, le prompt d'après, il peut tout modifier. Vous ne savez pas où ni comment, parce que vous n'avez pas cette vigilance, vous n'avez pas cette connaissance. Et l'élément principal dont il faut se méfier, mais en fait, l'IA n'a rien changé, c'est que nous, on a le cas avec nos clients, c'est qu'en fait, tout le monde est capable de nous exprimer son besoin. Mais en fait, il faut qu'on passe beaucoup de temps avec nos clients, et vous, il faut que vous passiez beaucoup de temps soit avec vous-même, soit avec votre client virtuel, sur, en fait, tous les cas où ça ne marche pas. Parce que la force d'un produit, c'est là. C'est pas ce que ça doit faire. C'est la réaction, comment le produit se comporte dans toutes les autres situations. Comment est-ce que je ne fais pas l'écran bleu de Windows ? Bon, ça, c'est pareil, c'est pour les boomers. Hein. Désolé. Comment, effectivement, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point les utilisateurs sont capables de mettre absolument pas ce qui est prévu dans les cases. C'est évident, il y avait écrit non, et on va mettre un non. Enfin, c'est pas possible autrement. Et en tant qu'ingénieur informatique, tu peux pas imaginer autre chose. Mais en fait, c'est sûr qu'il va y avoir autre chose, vraiment. Et que, pour le coup, alors, une IA qui va avoir codé ainsi de suite, elle a des contrôles sur les valeurs et tout ça. Mais en fait, le oui, mais non, où est-ce que je reboucle dans mon process est très rarement inféré, donc deviné. Donc en fait, il doit être explicite. Et donc ça, s'il n'est pas explicite dans votre prompt, c'est pas l'IA qui va l'inventer. Globalement, je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc c'est ça qui fait la force d'un produit. Hein. C'est tous ces cas-là. Et totalement d'accord. Je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. Je pivote un peu de point de vue. En prenant, parce que là, on parlait énormément de nous en tant que startup tech, comment est-ce qu'on peut, ou en tant que ayant une proposition de valeur où on vient déployer des logiciels, toute l'importance que ça a. Mais en fait, l'importance de maîtriser ces outils d'IA, elle s'étend à tout le monde. En fait, vous, peut-être que vous allez utiliser certains workflow IA que vous allez intégrer pour automatiser certaines parties de votre business. On parlait tout à l'heure des prises de notes dans la réunion. Ça peut être l'envoi automatique de messages sur WhatsApp pour du marketing. Ça peut être du customer support. Et en fait, vous allez
peut-être un jour vouloir intégrer ce genre de workflow. Aujourd'hui, la complexité liée à ça, c'est que l'outil IA que vous allez intégrer, qu'on va peut-être concevoir pour vous sur mesure, peut-être que vous allez le trouver sur Internet, vous ne saurez pas le maintenir vous-même. Et en fait, là, on tombe dans un piège qui est littéralement celui qu'on évoquait avec le prototypage, c'est que vous allez intégrer ces workflows, mais le jour où ça ne fonctionne plus, vous êtes totalement piégé. Personne ne sait faire la maintenance. Le freelance que vous avez appelé pour le concevoir en 2 jours, globalement, il est plus disponible. Il n'a aucune idée de comment est-ce qu'il a créé ce workflow. Et donc, vous, en fait, vous vous retrouvez avec un outil en interne pour le mieux, mais peut-être qu'il a une influence sur vos utilisateurs, sur vos clients, par exemple dans du customer support. Et en fait, là, vous vous confrontez à une énorme problématique, c'est que vous avez fait une promesse à l'utilisateur de pouvoir utiliser ce genre de workflow, vous avez fait une promesse à vos employés d'utiliser ce genre d'outils, et vous vous retrouvez exactement, sans aucune maîtrise, avec des outils que vous ne pouvez pas maintenir. Et ça peut très vite être problématique. Un vrai point de vigilance. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on pense à nos équipes aussi, à la façon dont on va s'organiser pour gérer ça, gérer le projet, gérer l'innovation. Donc là, ça va être un élément important. Je ne sais pas si peut-être il y a déjà des questions dans la salle ou des réactions par rapport à ce premier gros thème en tant que tel qu'on a abordé. Oui. Attends, je vais te donner le micro. Sinon, on ne va pas t'entendre. Alors, vous parliez dans... Bonjour, je suis Nicolas, étudiant de l'IAE. Une question sur le côté, surtout dans le vibe coding où il y a notre interface qui va faire des modifications au code qu'on a. Vous utilisez des méthodologies de coupe-feu ou des systèmes de coupe-feu pour le changement de fichier, surtout parce qu'on voit très souvent, on veut créer quelque chose, il a décidé de tout casser. Et alors, comment est-ce que vous travaillez, surtout dans le prototypage, pour faire des coupe-feu dans la modification de vos produits? J'ai pas de réponse savante. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on utilise, c'est on utilise GitHub en fait, et on vient séparer en plusieurs branches. Et dès qu'on veut ajouter une fonctionnalité, on crée une nouvelle branche pour tous ceux qui ne maîtrisent pas. En fait, c'est un outil qui permet d'avoir plusieurs versions de son code et de son outil, et lorsqu'on modifie une certaine version, de ne pas modifier l'ensemble des versions. Et en fait, aujourd'hui, nous c'est ce qu'on fait. Je dirais que ce qui a beaucoup changé avec l'avant Vibe Coding, c'est qu'on a beaucoup plus de branches. On crée énormément de branches pour justement avoir des firewalls, comme tu dis, qui vont empêcher de venir modifier toute une partie du code qu'on a validé. Et ouais, alors moi, j'ai pareil, j'ai pas de recette miracle, je suis désolé. En fait, nous, on s'appuie sur la compétence de nos devs. Donc, en fait, le vibe coding, il est fait pour des devs qui sont des bons devs. Enfin, chez nous. Hein. Donc, du coup, en fait, quand ils lancent quelque chose, c'est dans leur métier de regarder ce que ça a fait et si c'est ça que ça devait faire. Donc, ils sont encore ultra compétents. C'est-à-dire que globalement, ils ne font pas faire à une IA quelque chose qu'ils ne sauraient faire. Ils savent faire ce que fait l'IA. Ils le feraient beaucoup plus lentement. On en a parlé hier. Tu vois, on avait un COMEX, on essayait de mesurer les choses. Et on a vraiment mis le doigt sur un process globalement qui s'est à peu près exécuté en 10 minutes, là où objectivement, il aurait fallu 1 à 2 jours. Donc, alors c'est un petit élément de tout un projet. Mais on voit que tous ces petits gains sont importants. Mais pour autant, dans la même conversation, on a eu le contre-exemple de « bah ouais, j'ai fait un prompt, puis un deuxième, puis un troisième, puis alors j'ai ouvert mon Git, il avait tout modifié, je ne comprenais rien, on est reparti de zéro. » Et potentiellement, ce n'est pas grave, parce que tout mis bout à bout, on a un qui t'a fait gagner 2 jours, il y en a un sur lequel tu as perdu 3 heures, tu reviens à zéro. Donc pour le moment, ce n'est pas très grave. Et on est quand même au début. Enfin, il faut être hyper honnête, on est au début. Les développeurs, ils commencent à vibe coder. Et ils ont un certain niveau parce qu'on fait du sur-mesure depuis très longtemps. Donc, et on a un niveau d'exigence. Mais voilà, pour le moment, c'est quand même le développeur, hein, la pierre angulaire. Bonjour, moi je m'appelle Mirza, étudiant à l'IAE aussi.
Et merci pour ces partages. Moi, ma question, c'est au niveau de l'industrialisation, en fait, du process du passage de prototypage vers un produit plus industriel. Est-ce que vous avez des, comment dirais-je, quels sont les, je sais pas, des process ou des tips que vous avez retenus qui marchent bien ou qu'est-ce qui marche pas, et c'est ça, dans ce sens-là. Nous, pour être honnête, c'est un sujet auquel on est confronté actuellement. Hein. C'est que, en fait, je pense qu'il y a un truc à craquer là-dessus. Il y a un truc à aller comprendre. C'est comment est-ce que nous, on est à une étape où, en fait, on a réussi à avoir des MVP qui vraiment ont convaincu l'utilisateur. Et maintenant, on est dans cette étape d'industrialisation de comment est-ce qu'on va pouvoir aller scale un produit. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de vérité sur le sujet. Nous, ce qu'on fait, c'est que on repart de l'interface du MVP, de ce qui a plu à l'utilisateur, de ce qui a fonctionné. Et derrière, on vient l'industrialiser de manière très traditionnelle, c'est-à-dire avec un processus très progressif d'ajout des fonctionnalités, de maîtrise du code, etc. Mais donc, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on industrialise. Non, je plus sois. Effectivement, on peut pas, enfin, on n'a pas vraiment d'outils ou de process liés à l'IA qui nous accélèrent l'industrialisation. Pas vraiment, pas encore. Mais bon, voilà, c'est nos points de vue et nos expériences. Peut-être que d'autres témoignages pourraient venir, je dirais, enrichir le débat. Mais là, non, ça reste quelque chose de fait à la main, enfin, ou de fait avec nos outils traditionnels. Et c'est là qu'on est attendu. Hein. C'est que c'est avant, globalement, tout le monde se moque un petit peu de ce qui se passe derrière. Là, l'industrialisation, il y a des enjeux. C'est-à-dire que aussi bien il y a du ROI, mais il y a du vrai risque là. Si ça ne fait pas ce que ça doit faire. Donc, ce challenge-là, nous, on mesure le risque, on préfère y passer du temps. Et je rajoute peut-être juste un mot. En fait, je pense que c'est à peu près l'état de l'art de l'IA aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se développer avec, notamment les agents IA, qui est une technologie encore au-dessus qui apparaît aujourd'hui, qui commence à se développer. Et je pense que certains agents IA viendront aider à cette industrialisation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est un peu à l'état de l'art de la recherche en termes de conception de produit. Et peut-être une autre petite aparté, puisque si je ne dis pas de bêtises, tout le monde n'est pas tech dans le public. Dans tout ce qu'on dit sur le vibe coding et dont on parle sur ce qui est le code, vous pouvez en faire l'expérience assez facilement en générant des images. Générer une image en demandant à ChatGPT, vous pouvez le faire très simplement, dessine-moi, je ne sais pas, un enfant sur la Lune. Et derrière, donc vous allez voir que le premier résultat est assez satisfaisant. Et derrière, vous essayez de reprompter pour lui demander de modifier. Vous lui demandez je préférerais qu'il tienne le bouquet de fleurs dans sa main gauche. Et là, vous voyez que tout commence à partir en vrille. C'est exactement ça dont on parle quand on parle du prototypage un peu compliqué. La première version est très simple. Les images suivantes le sont un peu moins. Donc bonjour, merci pour ces échanges. Je ne suis pas du tout tech, donc je suis Pierre-André, élève à l'IAE, je n'y connais rien en l'IA. Donc c'est vraiment pour moi un monde découvert. Donc je suis désolé, j'ai une question qui entraîne une deuxième qui est un peu plus générale. C'est l'IA, on est au début, même si ça existe depuis longtemps, on sent que l'IA générative, c'est vraiment débutant. Vous avez montré les limites de l'IA avec un premier jet qui est souvent très satisfaisant, avec une évolution, vous devez avoir la main dessus. Est-ce que vous pensez que l'IA, vu son potentiel de développement, et vraiment, elle se développe à une vitesse grand V, c'est exponentiel. Est-ce que vous pensez les limites que vous avez? Et nous, on l'a vu par rapport à l'art, par rapport à l'innovation. On se dit que c'est des limites que l'IA. Peut-être que les limites que vous exposez, dans un an ou deux, vu sa vitesse de développement, elle risque de vraiment prendre la main sur plein de choses que vous dites où je suis obligé de prendre la main dessus. Finalement, peut-être pas, parce qu'elle va évoluer encore plus. On n'est pas sur un modèle figé d'IA. Et la deuxième question qui va derrière, c'est que vous parlez de compétences en plus grâce à l'IA, de façon générale, un peu forcément tech. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui risquent de disparaître à cause de l'IA? Soit le développeur, peut-être pas, mais le designer, peut-être les personnes qui font du marketing, parce que l'IA va peut-être prendre la place de certains postes, et donc il y avait des métiers dans l'avenir où un jeune entrepreneur n'aura peut-être plus besoin du tout d'environnement, et donc on va avoir des pertes de compétences ou des pertes de métiers qui vont disparaître à cause de l'IA. J'étais dans le métro tout à l'heure, je me disais, j'espère que je n'aurai pas cette question. C'est en effet très intéressant, c'est très compliqué, parce que je pense que, et même au sommet, c'est-à-dire au niveau de tous les fournisseurs de modèles, on n'a pas totalement la réponse, puisque comme vous le dites, en fait, il y a la rapidité à laquelle ces systèmes évoluent et leur potentiel évolue
est incroyable. C'est-à-dire qu'en 2022, fin 2022, on a ChatGPT qui sort, on peut écrire des mails, on est tout content. Aujourd'hui, on peut automatiser des processus de bout en bout. Est-ce que certains métiers vont disparaître? Oui, sans aucun doute. Il y a même énormément de métiers qui vont disparaître. Un petit exemple, par exemple, sur le vibe coding. Ça fait disparaître quelques développeurs et on en discutait justement, relation entre les développeurs juniors, seniors, comment vont évoluer toutes ces subtilités. Mais il y a aussi des métiers qui apparaissent. Par exemple, le vibe coding génère du code très spécifique, du code généré par IA, qui génère des bugs eux-mêmes spécifiques, c'est-à-dire que des développeurs traditionnels n'ont jamais rencontré. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec le nom. Il y a des trucs qui nous semblent extrêmement simples en tant qu'humains, mais qui, pour une IA, ne le sont pas. Donc, en fait, il y a des métiers qui se sont créés pour venir débugger du code généré par de l'IA. Et ça devient des compétences propres et donc une création de métier. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, et puisque je n'ai absolument pas la réponse sur quels métiers vont disparaître à l'avenir, l'idée, c'est quand même d'essayer de comprendre, de se projeter, chacun dans son métier, dans son périmètre d'activité, quelles vont être les compétences qui vont être remplacées progressivement. Et de voir en fait comment derrière on peut réorganiser les équipes. Et moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a peu de métiers qui vont disparaître en tant que tels. Les expertises restent extrêmement importantes, mais on va aller vers des équipes beaucoup plus lean. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 personnes par expertise, on va peut-être passer à 1 personne par expertise dans chacune des équipes. Et je pense que la vraie force, ça va être ça, va être d'avoir des équipes beaucoup plus lean, mais ça reste important d'intégrer ces expertises pour le moment. Oui. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Non, oui, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, mais c'est le processus. Alors après, ils vont peut-être, c'est le processus. Tu regardes sur le dernier siècle, chaque évolution ou révolution vient bousculer le mode de fonctionnement de notre société. Donc ça invente, ça crée des métiers, ça en fait disparaître. C'est relativement classique. Là, effectivement, ce qui est vertigineux, c'est que déjà, on disait un peu la même chose avec la digitalisation, mais effectivement, avec l'IA, on revient à mon histoire de temps. Ça va très vite. Et donc, nous, on avait besoin d'un petit peu de temps pour digérer les choses. Je suis un vieux. Mais les jeunes, en fait, ils ont aussi besoin d'un certain temps. Et donc là, ça va vraiment très vite. Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est perturbant. Et dans cette rapidité, par rapport aux limites dont on parlait tout à l'heure, honnêtement, je pense qu'elles vont tomber les unes après les autres. Alors je le dis en toute humilité, et je ne suis pas expert. Donc, ça n'engage quelque part que moi, mais c'est ce que je pense. C'est qu'au fur et à mesure, les barrières tombent. Alors, il y en a quand même qui sont plus complexes que d'autres. Quand je parlais tout à l'heure c'est le prototypage globalement, c'est le principe de dire voilà ce que ça doit faire et qu'est-ce qu'il faudrait que ça fasse quand ça ne se déroule pas comme il faut. Et qu'on parle de processus complexes, tout métier confondu. Là, effectivement, l'intelligence va aller de plus en plus loin, à un 2e niveau, un 3e niveau, va se nourrir de ce qui aura été partagé, qui sera à peu près fiable. Mais en tant que globalement humain, on a quand même cette dimension intuition, expertise qui fait qu'il y a des produits d'exception ou des trucs hyper solides qui sortent à la fin. Donc, tu vois, le challenge, je dirais, la barrière va tomber, elle va reculer, quoi. Quand est-ce qu'elle tombera complètement? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est possible. Parce qu'on n'explique quand même pas complètement comment on a réussi à faire tel produit, tel produit, tel produit, tel produit. C'était la combinaison de nos intelligences. Voilà, on sait que c'est là, on sait qu'il y a eu une intuition, il y a un truc qui est complètement contre-intuitif souvent, qu'il y a eu un environnement, qu'on a saisi une contrainte, saisi une faille, une vision, et puis il s'est passé quelque chose. Bon, ça quand même, pour le moment, tout le monde est à peu près d'accord que l'IA, elle n'est pas partie pour être capable de faire ça. Il y en a qui le fantasment. Tout le monde attendait que ChatGPT 5 cet été fasse ça. Et puis, alors, comme ça n'a pas été le cas, il a fallu des articles et des articles pour dire non, elle n'est pas beaucoup plus intelligente qu'avant. Elle est plus rapide, elle fait plus ceci, elle fait plus cela, mais elle ne fait pas ça. Donc, voilà. Mais je ne sais pas l'inscrire dans le temps. Et je ne connais pas la courbe. Je ne sais pas à quel point ça va aller vite, pas vite. Moi, ce que je pense, c'est que s'il y a des métiers qui disparaissent, on ne va pas faire disparaître les humains. Pour le moment. Alors,
On peut parler après de climat si vous voulez, mais ce ne sera peut-être pas la même table ronde. Mais globalement, en fait, le sujet, c'est de l'accompagnement humain. Donc, je pense qu'il est important et urgent de se saisir de quelque chose qui est maintenant une évidence. Il n'y a pas de décision, c'est là, on y va. Et donc, on doit le décrypter, se l'approprier, l'apprivoiser presque, comme dirait Saint-Exupéry. Et avec ça, vivre avec et voir comment on va interagir et voir comment moi, dans mes fonctions, dans mes compétences, en fait, il y a une manière certainement de les utiliser et ou de les développer pour que l'IA soit mon copilote ou que j'ai quelque chose à faire avec. Et c'est valable pour tout le monde, en fait. Ça va être valable pour tout le monde. Tu veux, même si tu vas sur de la... je pense que si on va sur des métiers logistiques, tu auras quand même un sujet de piloter. Même si tout est très automatisé, il y aura quand même un besoin d'un contrôle, un besoin de quelqu'un qui est capable de lire les capteurs. Tu vois, il y a des sujets à chaque fois. Dans le médical, il y a des trucs qu'on fait merveilleusement bien avec de l'IA et de la puissance de calcul, mais il y a quand même énormément de choses sur lesquelles on passe à côté. Et surtout, quand on parle de soigner quelqu'un, la dimension humaine et psychologique est colossale. Et donc, il va falloir quand même de l'interaction. Pour le moment, le dernier test là, qui est sorti sur l'IA qui fait de l'interaction un peu à la volée en termes de voix, d'accompagnement, de réaction, ça ne rassurerait pas grand monde dans un cabinet de médecin quand même. Alors bon, il y a des docteurs peut-être qui ne rassurent pas non plus. Mais globalement, je pars du principe positif, effectivement, que la relation humaine, là, elle a une valeur colossale. Donc, c'est de l'adaptation. Pour moi, c'est vraiment de l'adaptation. Juste toujours. Mais alors vraiment, et vraiment humilité, parce que je ne sais pas à quel point, en fait, on accélère, à quel point on peut freiner d'un coup. Tu vois, on peut, mais pas freiner technologiquement, freiner par rapport à un retour d'expérience. J'en parlais hier. Je vais faire un petit pas de côté sur le sujet de la souveraineté. La souveraineté numérique, qu'est-ce qui se passe quand on met des données dans notre IA, alors ça occupe beaucoup de discussions. Globalement, alors moi, je n'ai pas connaissance, mais je ne pense pas qu'il y ait de cas avérés, on va dire à notre échelle, j'aurais mis quelque chose dans une IA et elle aurait recraché ce que j'ai dit exactement à mon voisin qui, normalement, n'aurait pas dû l'avoir. Bon. Donc ça, c'est ce que nous disent les éditeurs. C'est que normalement, c'est cloisonné. Nous, on gère d'une certaine manière. On nourrit les modèles, mais patati patata. Si jamais, un jour, ça vient, c'est tout un monde qui s'effondre par rapport à la promesse. Et ce qu'il faut mettre en face, c'est quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on va utiliser. Ce qu'il faut mettre en face, c'est l'organisation capitalistique qui a été posée. C'est-à-dire que, les chiffres dont on parle font qu'on parle d'investissement d'État énorme. Donc, ce sujet est ultra important et je pense, moi, je vais prendre le côté positif, que les engagements qui sont pris, tout le monde fait tout pour que ça tienne. Parce que sinon, le château de cartes, s'il s'effondre, c'est incroyable. Donc, c'est dans ce sens-là où je veux dire, ça serait un coup de frein de dingue. Alors, tu peux faire un autre parallèle sur, je sais pas, une fourniture par rapport à des puces, un vrai problème énergétique. Ah bah là, ça va freiner des cas de fer. Ça, c'est sûr. Alors, ça va créer des différences, parce qu'il y aura des différences géographiques. Ce n'est pas possible autrement. Il y en a déjà. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des enjeux, des choses qui sont externes vraiment à tout ce qu'il y a, qui peuvent mettre un coup d'arrêt incroyable à la course que l'on a. Donc, c'est vrai que la maîtrise du temps, là, je ne sais pas répondre. Non, mais c'est un sujet quasi sur lequel on n'a pas obligatoirement de décision et de connaissance. Ce qui est certain, c'est qu'on a potentiellement le progrès technologique depuis les vieux trucs type loi de Moore au niveau de la puissance de calcul des processeurs. Voilà, et donc on a des progressions exponentielles. On voit qu'il y a un impact énergétique. Donc effectivement, il y a l'impact énergétique, il y a la question de souveraineté. On sait qu'effectivement, ça va impacter un tas de métiers, notamment chez les cols blancs. Mais si on ouvre sur les autres technologies,
les autres technologies qui sont pas l'IA jouent aussi sur plein de choses. Donc voilà, donc on sait qu'on est dans un contexte mouvant. Après, ça appelle finalement à la fois de nouvelles opportunités, des risques et la façon dont on va les gérer. Et sachant que, effectivement, les évolutions ou les trajectoires, on sait qu'on va vers a priori qu'on est dans des trajectoires où on va continuer à avoir des progrès exponentiels, des capacités de calcul exponentielles. Mais effectivement, il y a des risques, ça soulève des nouvelles questions et voilà quoi. Et peut-être je rebondirai aussi sur le fait que c'est un débat qui est quand même assez compliqué, puisqu'aujourd'hui, personne n'a la réponse. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, et notamment avec GPT-5, c'est qu'on commence à avoir un plateau au niveau de la donnée qui est possible. En fait, GPT-2 en 2019, dont personne n'a entendu parler, il était créé sur une petite partie du web. Il était bon, mais pas excellent. On ne l'a pas publié. GPT-3, qui donne naissance à ChatGPT en 2022, est créé sur une plus grosse partie du web. Et là, on se dit, c'est magnifique. GPT-4, derrière, est entraîné sur l'ensemble du web. Et en fait, c'est là où, du coup, GPT-4 a accès à l'ensemble de la connaissance humaine disponible sur Internet, à l'ensemble de la donnée. Le problème, c'est que, du coup, où est-ce qu'on va après? La piste qui est envisagée, c'est de créer de la donnée avec ces mêmes modèles. Bon, là, on rentre dans quelques complexités, mais on utilise ChatGPT pour créer des nouvelles données, pour faire augmenter la totalité des données sur lesquelles on va entraîner. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a pas marché. GPT-5, ce n'est pas une avancée technologique majeure. Donc, en fait, on arrive sur un plateau en termes de données qui fait qu'on ne va peut-être pas aller si vite dans les années qui arrivent sur l'amélioration de ces outils. Maintenant, d'où viennent les prochaines améliorations? Peut-être qu'il va y avoir encore une nouvelle avancée technologique qui va faire totalement changer le truc. Et peut-être qu'en fait, ces avancées technologiques vont venir de la productisation, c'est-à-dire que maintenant qu'on a des modèles, on a atteint un peu un plateau sur les modèles. On aura ces modèles pour construire d'autres choses. Comment est-ce qu'on vient les spécifier sur certains secteurs? Comment est-ce qu'à partir de ces modèles, on vient créer des outils très spécifiques pour remplacer des métiers spécifiques? Et je pense que c'est ce qui va arriver dans les prochaines années, notamment avec toute l'IA agentielle qui va venir. Mais en termes de technologie, on ne va pas aller si vite dans les 2-3 années qui arrivent. D'ici 20 ans, qui sait? Non, mais c'est intéressant. À la limite, je pense que tu peux presque faire le parallèle. C'est peut-être un peu... J'y ai pas réfléchi avant, donc là, ça l'a volé, c'est sans fil. Avec, quelque part, avec le transistor. C'est comme si... Ça y est, on a le transistor. Un bon transistor, c'est bon, c'est avéré comme techno. Donc, on va bosser sur quoi? Sur sa miniaturisation et sur sa mise en œuvre dans plein de choses. Et tout est à base de transistors. Partout. Donc aujourd'hui, celui qui l'a inventé à un instant, alors il a certainement été d'abord, je ne connais pas l'histoire, il a été théorisé puis après mis en œuvre, et donc au bout d'un moment, une fois que ça a été maîtrisé, ça a été diffusé. Mais je ferai le même parallèle pendant un temps. Après, jusqu'à ce qu'autre chose ait été inventée, une autre manière de faire certainement des puces électroniques, ça a eu lieu. Combien de temps après, on ne sait pas. Donc là, de la même manière, il va y avoir des choses qui vont changer aussi technologiquement, mais en parallèle. Donc ça va venir, évidemment, donner le rythme, je pense, aux évolutions tech qu'on va avoir. Mais pour revenir encore sur le côté ressources humaines, là, je vais reboucler sur un sujet mais dont on avait parlé aussi un peu en amont. Alors, du coup, on parlait d'experts, on parlait de métiers qui disparaissent et d'autres qui vont se créer. Moi, j'ai un truc, par contre, que je vois là en tant qu'entrepreneur et que je touche du doigt. J'ai ma problématique de dire, OK, l'IA, elle accélère un certain nombre de compétences et donc de personnes. Mais ceux qui l'utilisent et qui l'utilisent bien, ils ont justement une compétence. Et ben moi, ma question, elle est comment est-ce que je fais passer les gens, les jeunes, de juniors à seniors, qui sont les seniors dont j'ai besoin, moi, pour piloter ça. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui vient, en fait, en bousculer plein de choses. C'est-à-dire cet avènement de l'IA, un changement du rapport au travail, un changement lié réellement à nos rythmes avec le télétravail et ainsi de suite. J'ai un vrai sujet là-dessus, moi. Là où nous, quand on a créé la boîte, on a fait plein de trucs, je remonte en 2001, hein, au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, on s'était forgé une conviction qui est que ceux avec qui on bosse le mieux et avec qui on se développe le mieux, c'est ceux qui passent par chez nous globalement assez jeunes et qui, soit en alternance, soit en stage, progressent avec nous, nous font grandir, on les fait grandir.
Mais là, en fait, je ne sais pas comment adresser le premier maillon. C'est-à-dire que des stagiaires, je sais, c'est difficile à prendre, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? En plus, j'ai plus de personnes qui viennent dans les bureaux pour les encadrer. Donc, comment je fais? Parce qu'un stagiaire chez lui tout seul, je ne sais pas si c'est super. Tu vois? Donc, du coup, comment je crante sur ou un alternant? Donc, alternant, c'est déjà un peu plus long, c'est peut-être plus... Mais j'ai un vrai sujet sur ce côté junior. Comment je vais prendre des juniors et les faire grandir pour qu'ils deviennent les seniors dont on a besoin. Donc, il y a un peu quand même un truc à craquer. Alors là, moi, je parle très tech. Hein. Je ne connais pas tous les métiers. Donc, il y a peut-être plein d'endroits encore où il n'y a pas de sujet. Mais d'un point de vue tech, moi, il faut que il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on invente un truc ou qu'on se prenne une sorte de charge un peu sociale, éthique, en disant, mais de toute manière, en fait, même si tu n'en as pas besoin, prends des stagiaires. Tu vois, et tu vas trouver un truc à faire, mais fais-le. Parce qu'en fait, c'est l'avenir dont tu parles, quoi. C'est possible, hein, je ne me rends pas compte, mais j'ai un vrai sujet là-dessus, pardon. Et le parallèle peut-être de Louis, qui lui est dans la logique où l'équipe se développe ou va se développer, comment tu vois là? Ouais, bonne question. Je pense qu'en fait, c'est indéniable qu'on a un changement des compétences qui vont être attendues. Je dirais que l'avantage de l'IA, c'est qu'elle permet aussi d'aller plus loin dans l'apprentissage. Donc en fait, aujourd'hui, on a des juniors qui ont appris avec un modèle éducatif pré-IA générative, et donc ils ont des compétences qui correspondaient plus à l'avant-IA générative. Là où aujourd'hui, l'idée, c'est justement comment est-ce que les écoles, les académies, les universités, les anciens stages nous aident, grâce à l'IA, à aller peut-être un peu plus loin pour maîtriser davantage ce qu'on va attendre de nous en entreprise. Nous, comment on se projette? En fait, j'ai pas la réponse sur exactement comment est-ce qu'on va compléter nos équipes. Par contre, j'ai un conseil, c'est que pour moi, il faut toujours demander à ses équipes, et il faut crever l'abcès très rapidement parce que beaucoup de dirigeants ne le font pas. Il faut demander à ses équipes, aujourd'hui dans ton métier, comment est-ce que tu utilises ChatGPT, comment est-ce que tu utilises, peu importe l'outil IA, mais comment est-ce que tu l'utilises? On parle de Shadow IA globalement. En fait, on observe que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employés, de manière très silencieuse, utilisent ChatGPT pour automatiser certaines de leurs tâches. Et en fait, il faut absolument que les managers, les dirigeants discutent avec ces équipes pour comprendre en fait quelles sont les compétences que l'IA va avoir et qu'il n'y aura pas besoin de remplacer puisqu'elle le fait très bien, avoir en fait un retour d'expérience sur l'utilisation de ces outils, et derrière, savoir quelles sont les compétences qui aujourd'hui ne sont pas intégrées par les outils IA. Et c'est extrêmement important d'avoir ces discussions très rapidement pour derrière recruter correctement. Nous typiquement, on sait que typiquement, c'est un sujet qu'on a beaucoup dit, mais sur la phase de prototypage, donc plus qui intégrerait ce qu'on pourrait appeler un product manager. Aujourd'hui, le PM, on n'aurait pas besoin de le recruter puisque c'est des compétences très faciles à déléguer. Enfin, très faciles. C'est des compétences que d'une part, on a en interne et que d'autre part, dont on peut déléguer une certaine partie. Mais en fait, derrière, on voit que typiquement, sur l'intégration, l'interfaçage avec des logiciels existants, c'est des compétences qu'on a beaucoup moins et qu'on ne peut pas déléguer à une IA. Donc, il faudrait aller recruter dans ce genre de compétences. Après, sur le débat junior-senior, je pense que de manière très pragmatique, il faut se tourner vers les seniors. Mais en effet, il y a un gros sujet sur comment est-ce qu'on accompagne nos juniors à devenir des futurs seniors. Et pour peut-être reboucler sur votre question, en fait, il y a un gros sujet, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y aura un renouvellement des métiers, qu'on n'a pas peur de ça. Par contre, c'est vrai qu'il risque d'avoir une génération lésée, c'est-à-dire une génération qui n'a pas été formée pour s'adapter et qui, du coup, ne passera peut-être pas aussi rapidement au statut de senior, peut-être ne passera même jamais au statut de senior parce qu'on ne leur aura pas donné l'opportunité. Et en fait, on risque d'avoir, et c'est ce gap de temps, en fait, c'est qu'il y a quand même une différence entre la création du modèle et son intégration. Et entre ce laps de temps, il y a toute une génération qui risque peut-être d'être bousculée dans les manières de faire. Mais je pense que les académies, les universités s'adapteront ensuite et on aura une pleine intégration des nouveaux dans
dans les différentes professions. Mais ton point est bon, hein, effectivement. Je pense qu'il va falloir être vigilant. Et là, c'est notre rôle aussi en tant qu'entrepreneur et puis notre impact un peu sociétal sur le côté. On va prendre des gens par la main et on va les former. Ça va être plus facile de les former, en fait. C'est vrai aussi. Enfin, c'est le côté, c'est toutes les faces de l'IA. Moi, alors je l'ai fait un tout petit peu, hein, mais c'est vrai que je crois que c'est cet été ou au mois de juin, on m'a interpellé sur la fonction apprentissage de ChatGPT, le 4 ou le 5. Tester, vous allez voir, c'est bluffant. Donc, vous lui demandez tout d'un coup de vous aider à apprendre un truc. Ah bah, il vous emmène. Et il le fait bien. Hein, et c'est super, c'est sympa. Voilà. Alors, c'est pas pour dire qu'il remplace tous les profs. Pas du tout. Mais c'est pour dire que c'est aussi un levier. Non, mais c'est aussi un levier d'accélération de l'apprentissage ou d'un apprentissage spécifique avec une interaction, avec je pose, je suis capable de le faire à un autre moment. Tout ça. Donc voilà, ça c'est pour le côté junior. Après, il y a un élément quand même, c'est très vrai sur le côté Shadow IA. Et alors ça, là, je vous parle plus en tant qu'entrepreneur. On va avoir un sujet là, une période qu'il va falloir gérer, manager. C'est globalement à qui profite l'IA. Alors ça vient pas de moi, hein. L'idée, c'est moi, celui qui m'a éveillé dessus, c'est Francis Lelon d'Allegria, qui en parle assez souvent. Et c'est vrai que j'ai pris un peu de temps à y réfléchir. C'est que effectivement, quand tu as, on va dire, la chance ou que tu as fait l'effort de commencer à maîtriser l'IA en tant qu'individu, bah, en fait, aujourd'hui, à qui ça profite? Si tu es dans une structure qui n'a pas bougé en termes de management, de manière de discuter et ainsi de suite, bah, globalement, ça profite à l'individu. Donc, potentiellement, si tu es encore sur tes référentiels, parce qu'il allait faire en 7 heures, peut-être qu'il le fait en 1 heure, mais qu'est-ce qu'il fait les 6 heures d'après? C'est une vraie question. Alors, nous, on va se dire, bah, évidemment, du coup, il va faire 6 fois plus ou 7 fois plus. Non, non. C'est pas si tu ne l'as pas mis sur la table. Si tu n'as pas valorisé le truc, abordé le truc, fait du partage de connaissances là-dessus. Donc là, il y a un vrai sujet sur ce temps gagné. On revient toujours à une histoire de temps. Et donc, la valeur qui est associée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, et c'est pour ça, c'est pas, je diabolise pas du tout le sujet. Je dis pas les collaborateurs sont en train de. Non. Par contre, ça ramène à ce que tu as dit, qui consiste à dire, faut en parler. C'est pour ça qu'il faut accompagner, qu'il faut former. Il faut en parler. Faut vraiment, il n'y a pas de barrière, il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet-là. Et super, ça vous fait gagner du temps. Tu as un équilibre peut-être vie pro, vie perso qui est meilleur, ou enfin voilà, top. Ça doit en faire gagner aussi à l'entreprise parce que c'est l'outil, c'est le modèle économique. On se retrouve là-dessus. On a un projet et ce projet, il a intérêt à avancer. C'est pas juste une somme d'individualité. On fait un collectif. On va quelque part et on a envie de changer le monde parce qu'on a tous une mission. Enfin, on espère. Donc voilà, c'est un vrai truc à aborder. Il faut le poser. Il faut en parler parce que voilà, je pense qu'il y a quelques full télétravail où il y en a qui en profitent bien. Ouais, on voit effectivement qu'on a commencé par le côté IA, on a vu le côté produit, le côté compétences, RH, équipe, c'est effectivement des sujets super importants. L'organisation vont être des sujets très importants. Et effectivement, avec l'idée Shadow IA, les possibilités de redéfinir certaines règles du jeu dans un contexte où on est allé quand même vers beaucoup plus de télétravail, voire un télétravail total, même dans certaines entreprises très tech, où on y est parfois. Moi, j'ai pu voir certaines startups où effectivement, ils ont du mal à faire revenir encore les personnes aujourd'hui. Donc, on se dit effectivement, il faut adresser la question. Et cette question RH, compétences, évolution d'équipe va être super importante. Comment on travaille les carrières, comment on travaille la formation. Et effectivement, la remarque sur la remise en question même des structures de formation. Alors, à titre perso, j'aurais tendance à dire c'est peut-être pas mal pour l'IAE, vu que nous, on est formation continue. Ça va peut-être être aussi à la fois, comme toujours, c'est des contraintes, mais c'est aussi des leviers, la façon de penser de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire. Alors, je vais passer. On a une question qui attend depuis quelques minutes. Je vous propose. Bonjour, Ahmed. Donc, je suis un exécutif MBA à l'IE de Paris et je travaille dans la tech, dans le consulting. Donc, je suis le fondateur et CEO d'une boîte de consulting dans le développement et l'intelligence artificielle. Donc, pour juste revenir rapidement en fait, sur la question de l'industrialisation, pour le moment, en fait, c'est fait toujours un peu à l'ancienne. Pourquoi? Tout simplement, en fait, parce qu'il y a une question qui se pose. En fait, est-ce qu'on arrive à mesurer en fait, le risque? Et s'il y a un risque, même un risque de 1%,
est-ce qu'on le tolère ou pas? En fait, dans le code, on peut dire c'est pas grave. Voilà, il y aura des bugs, etc. On va les rattraper ainsi de suite. Mais par contre, dans l'industrialisation, souvent, en fait, voilà, c'est difficile en fait de dealer avec le risque. Donc là, pour le moment, ça fait toujours d'une façon traditionnelle et classique. Sur l'intelligence artificielle, en fait, vous avez parlé de la partie en fait POC. Justement, en fait, ça permet d'aller plus rapidement pour réduire le time to market. Mais par contre, en fait, il y a une étude récente de McKinsey et en fait, ils disent que à peu près entre 70 et 80% des POC, ils ne se déploient pas. En fait, donc, ils ne passent pas sur l'autre côté en fait, de post-MVP. Et du coup, en fait, ma question, en fait, en fait, là, il n'y a pas une régression? Parce qu'en fait, avant, quand même, il y avait, j'ai pas en fait les statistiques, mais quand même, il y avait pas mal de POC qui arrivaient en fait à se déployer post-MVP. Là, en fait, il y a plus de POC, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de projets en fait qui arrivent à bout. Merci. Alors, la question est intéressante, effectivement, sur le rapport cet été de McKinsey a fait couler de l'encre. Après, il a été, justement, on va dire, critiqué d'une certaine manière sur les angles qui ont été pris ou pas pris. Bref, peu importe. Ta question, elle reste super bonne. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Globalement, l'IA, elle s'inscrit dans une suite liée au projet IT. Et en fait, il faudrait reprendre, parce que je ne sais plus les chiffres, mais globalement, le nombre de projets IT qui aboutissent, c'est catastrophique en termes de performance. C'est hallucinant, le nombre de projets IT qui se lancent et qui n'aboutissent pas. Donc, tu vois, on est un peu dans la même veine. C'est pour dire que ce n'est pas comme si tu comparais à, normalement, 80% des projets aboutissent. Non, on doit être sur un truc où c'était peut-être 40% qui aboutissaient, tu vois, globalement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il est effectivement la facilité dont on parle depuis le départ, fait qu'on multiplie les POC. Et le principe même du POC, c'est qu'il n'aboutisse pas. En fait, par définition, non mais, je caricature, tu as raison. Non mais, disons qu'il est bien là pour valider, c'est bon, c'est pas bon, quoi. Et donc, qu'il ne convertisse pas en quelque chose est une bonne nouvelle. Et plus on en fait et qu'il ne convertisse pas, ça veut dire qu'on fait notre job, quoi, quelque part. En disant, bah ouais, on pensait que non. On pensait que, ah bah non, toujours pas. On pensait, ah, celui-là, c'est bon. Donc, de ce point de vue-là, tu vois, ça relativise la lecture des chiffres. C'est de ce point de vue-là. Le troisième, moi, que j'ajouterais, c'est qu'avec ou sans IA, une bonne expression de besoin reste rare. Donc, le nombre de projets, moi, que je fais depuis 24 ans, sur lequel l'idée initiale, le paramètre utilisateur, ce qu'on est en train de faire va être utilisé, l'accompagnement, le change qui va avec, c'est un vrai sujet, tu vois. À chaque fois, je fais un peu le parallèle avec quelque chose qui est établi et qui est connu. Donc, comme ce n'est pas mon expertise, c'est facile d'en parler. C'est le côté CRM. Moi, j'ai toujours entendu, depuis que j'ai commencé, des gens dire on va mettre un CRM et c'est bon. Non. En fait, le CRM, c'est un outil, ça ne fait rien, en fait. Ça n'est qu'un outil. Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as une stratégie marketing? Est-ce que tu as des personnes? Est-ce que tu accompagnes des personnes pour bien l'utiliser? 3 petits points. Donc là, c'est pareil. Nous, on a eu un cas d'une idée IA. Alors, d'où c'est venu? Enfin, ça concernait des forces de vente. Par où c'est venu? Bref, peu importe. On l'a prise, ça ne marchait pas. On en a fait quelque chose qui marche. On était contents. Les équipes étaient contentes de dire il est bien, le produit, il marche. Et on ne l'utilise pas, il ne fait pas ce qu'on veut. Ah bah mince. Et ça nous arrive relativement souvent quand même. Donc voilà, c'est pour dire, il y a ça derrière ces chiffres. Maintenant, peut-être que c'est aussi révélateur d'une tendance, c'est possible, mais je n'ai pas cette connaissance pour en parler. Je pense que tu as tout dit. Si c'est une augmentation en volume, en fait, ça devient intéressant, puisque si on peut tester 5 fonctionnalités au lieu d'en tester une avant, et que du coup, mathématiquement, on atteint 95% puisqu'on en a viré 4 et on en a gardé une, ça devient intéressant. Et un autre point que tu viens de mentionner, en fait, aujourd'hui, puisqu'on a été nourri, en fait, du potentiel de l'IA, globalement, tout le monde est formé à l'IA, ça va tout changer. Tous les dirigeants, tous les managers sont maintenant, il faut qu'on fasse de l'IA, sinon on ne va pas prendre la vague. C'est vrai et c'est faux. Le problème, c'est qu'en fait, il y a en effet une vague à prendre, il y a une vague à ne pas louper, mais pour autant, il y a quelque chose d'important, c'est que
si on vient faire de l'IA pour faire de l'IA, qu'on n'a absolument pas en tête le ROI, la problématique, le concept qu'on veut développer, ça ne sert à rien. Et en fait, aujourd'hui, nous, on l'a vu, il y a énormément de boîtes dans le ferroviaire qui juste sont nourries en mode... Je dois avouer que nous, ça a été assez intéressant, parce que dans nos mails de reach out, on mettait IA en premier mot, et on voit que le taux d'ouverture est beaucoup plus gros. Mais derrière, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter à l'utilisateur? Est-ce qu'on répond à une problématique qui a un impact? Et nous, on va même plus loin, c'est est-ce qu'on répond à une problématique qui a un impact sur le compte de résultat de l'entreprise, soit en augmentant le chiffre d'affaires, soit en baissant les coûts. Et en fait, c'est ça le problème. Et je ne l'ai pas lu dans les détails, cette étude, mais pour moi, aujourd'hui, de ce que j'ai pu en voir, le problème, c'est qu'en fait, on vient avec des idées qui n'ont aucun impact sur soit ses propres employés, soit sur son business, soit sur son business. Et en fait, c'est un vrai problème, puisque en fait, on se retrouve face à des situations où on investit de l'argent pour développer des outils. Globalement, nous, en tant que manager, on est content puisqu'on peut dire à la hiérarchie que voilà, on a fait des POC IA, ça n'a pas marché, mais bon, je pense que le prochain sera le bon. En fait, c'est faux. Globalement, la question, elle reste la même. Elle reste la même que dans tous les projets IT. C'est qu'est-ce qu'on veut en ROI, qu'est-ce qu'on veut en output et comment est-ce qu'on vient créer ça. Et après, la question, elle n'est pas technologique. Ça, c'est à la limite, c'est aux experts, ceux qui vont accompagner la boîte, de décider si l'intelligence artificielle est la bonne technologie ou est-ce que ça répond à la problématique initiale. Nous, on fait pas mal de prestations. En fait, on mène la chaîne de bout en bout maintenant. Donc, on fait un peu d'acculturation, de la formation, et puis on fait beaucoup de diagnostics, en fait. À différentes tailles, tu vois, soit quelque chose d'un peu ciblé par rapport à un service, soit un peu plus large sur l'entreprise, en se disant, on va interviewer tout le monde. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient chercher? Le diagnostic, il est d'aller chercher des cas sur lesquels, après, on va venir plaquer de l'IA. Mais au départ, le point de départ qui est valable et qui a toujours été valable, c'est qu'en fait, on vient interviewer les gens pour savoir, est-ce que vous avez des problématiques? Alors là, on parle d'IA et de code et de digitalisation, hein. C'est plutôt comme ça qu'on se positionne, nous. Donc, du coup, c'est ça qu'on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait apporter une réponse. Mais c'est le point de départ, c'est d'adresser une vraie problématique. Effectivement, l'IA pour l'IA, il y a des fois, ça peut marcher, mais pas tout le temps. Et puis, effectivement, l'IA alibi en disant on en a fait et où on peut l'accrocher. Moi, c'est marrant, ça me rappelle, et c'était il n'y a pas si longtemps, mais j'ai l'impression d'être un dinosaure. En 2016-2015, en fait, on fleurit tous les Chief Data Officers, les machins, tu en avais partout, ou Innovation Data, il y en avait partout. Et tu t'adressais à eux. Et dans la réalité, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire de statistiques, puis ceux que j'ai croisés vont mal le prendre, mais tu en as un certain nombre quand même. Ils n'avaient aucun... Enfin voilà, c'était un poste, quoi. C'était pas en lien avec le COMEX, c'était en lien avec aucun bilan. Donc, du coup, ça servait à rien, en fait. Fondamentalement. Déjà, en plus, on avait un vrai problème de data tout court. C'est-à-dire que tout le monde considérait qu'il avait de la data, puis quand tu ouvrais le câble, il y avait 4 PDF, quoi, donc c'était un peu compliqué. Mais ça a changé quand même. Mais voilà, donc je pense que ce chiffre traduit à un instant T, effectivement, quelque chose. Ça sera pas mal de le suivre dans la continuité, pour voir. Je pense que c'est le message intéressant. Effectivement, on voit que ça change les façons de faire. Il peut y avoir de l'impact. On voit une évolution des performances, savoir ce qu'il y a derrière les chiffres. Et puis, j'aime bien dans votre message, ce message qui est de dire, effectivement, globalement, c'est quand même quoi le business? Quel est le problème qu'on veut adresser, le problème qu'on veut résoudre? Après, ça va être bien de tester les choses. Et pour le coup, c'est bien d'avoir plus de POC, c'est bien de pouvoir tester, c'est bien de voir ce que ça donne, sachant qu'au final, on est bien dans une logique où on veut résoudre des besoins, résoudre des problèmes, satisfaire des besoins, etc. Peut-être d'autres... Deux questions pour terminer. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis étudiant à l'IAE et je viens de Luxembourg. Petite question par rapport au cloud souverain dont vous parliez. Le 23 janvier 2025, la ministre Stéphanie Aubertin a signé Clarence, qui est le premier cloud souverain opéré par un État en Europe. Est-ce que c'est une nouvelle que vous avez suivie? Comment est-ce qu'elle a été accueillie? Et est-ce que vous comprenez, vous qui êtes français justement, ce besoin des autres États européens comme Luxembourg est fondateur de l'Union européenne, de dire qu'on ne veut pas confier nos datas, que ce soit aux Français, aux Allemands ou aux Américains, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est fait, on n'a pas de contrôle dessus.
et de dire qu'on développe nos infrastructures propres, malgré le fait qu'on pourrait facilement venir acheter à nos puissants voisins c'est ce type de choses. Et la deuxième question sera pour M. Métayer en particulier. Quand vous disiez que vous n'avez plus personne dans vos bureaux, qu'est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Parce que nous, on a des bureaux remplis. Je vous remercie. Tu me laisses la question sur le cloud. Comment du sur coup... le souverain, si tu veux? Non, mais sur le souverain, je dirais qu'en fait, il y a un problème, c'est qu'en Europe, malheureusement, on ne sait pas faire de cloud. On a des clouds qui existent, on en a qui se développent, on en a qui se développent très bien. Mais aujourd'hui, par rapport à l'expérience utilisateur, quand on interagit avec ces outils de cloud qu'on peut avoir avec les géants américains par rapport aux géants, par rapport aux acteurs européens, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est orienté vers, on délègue et surtout on stocke pas mal de nos datas chez des Américains. Je pense que tu maîtrises aussi le Cloud Act qui permet à l'institution américaine de venir piocher dans n'importe quelle donnée à n'importe quel moment sur les clouds des entreprises qui sont basées en Amérique. Et ça pose une énorme question sur les données de santé, par exemple, ce qui fait qu'on a plein de manières de les crypter et on est obligé de les crypter. Mais c'est vrai qu'à terme, il y a une question, il faudrait un cloud européen. Alors, je connais un peu moins le cas de Clarence, mais il faudrait un cloud européen avec lequel on peut s'interopérer très facilement et qui permettrait de stocker toute la donnée, notamment les données sensibles européennes. Les données militaires sont déjà stockées localement, mais ces données sensibles avec lesquelles aujourd'hui on souhaiterait interagir. Moi, la souveraineté, c'est un grand débat. Je fais partie d'une association d'entrepreneurs qui s'appelle Croissance Plus et je fais partie justement d'un groupe de travail où on parle d'international et de souveraineté aussi. Mais à tous les niveaux, hein. Il y a souveraineté numérique, mais il y a tout. Alimentaire, défense, 3 petits points. En fait, la souveraineté, ce à quoi maintenant je commence à me raccrocher, c'est effectivement la capacité de choisir globalement ton niveau de souveraineté, ton niveau de partage, et donc de connaître qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu mets quoi, et c'est quoi les potentiels risques. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Globalement, le leader du cloud, c'est AWS, et il ne l'est pas par hasard. Et on ne peut pas dire de manière caricaturale pour être sympa que en fait tous les clouds se valent. Non, clairement pas. C'est pas la même offre, c'est pas la même manière de les consommer. Et puis tu vas t'adresser à des développeurs et ainsi de suite. Voilà, oui, ça c'est facile, ça c'est pas facile. Et c'est valable pour tout en fait. Hein, donc c'est aussi valable pour le cloud. Du coup, tu peux choisir en tant qu'entreprise de dire attends, pour moi c'est essentiel. Les raisons te regardent, hein, qu'elles soient marketing, qu'elles soient éthiques, c'est essentiel. Je vais donc composer avec un environnement que je souhaite être que européen, que ceci, que cela. Je peux le faire. Ça va certainement me coûter d'une certaine manière. Et alors, c'est un choix, c'est une décision. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour autant, dire vous devriez tous le faire et c'est facile, je suis désolé, mais ça, c'est pas bien. C'est parce que c'est pas vrai. Effectivement, pour le coup, nos amis américains, en plus, ont bien compris le coup. C'est qu'ils financent les startups à coût de tickets de cloud, que ce soit Microsoft ou AWS. Donc, ils t'offrent 200 000, 300 000, 400 000 euros de cloud pour que tu lances ton truc. Et c'est sûr, une fois que tu as monté ton architecture, c'est plus compliqué de sortir. Mais bon, ça reste du marketing. Enfin, tout le monde pourrait le faire. Alors, tout le monde, oui, s'il y a une volonté politique globale, s'il y a du financement, blablabla. Donc, voilà. Après, dire que je mets quelque chose sur un AWS, donc du coup, c'est pas souverain ce que je fais, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ça aussi, ce raccourci, je suis pas fan. Le nombre de normes auxquelles ils répondent, le niveau de sécurité adressé, et ainsi de suite, il est quand même plus que respectable. Après, il reste cette décision politique potentielle qui est réelle, qui est le Cloud Act, c'est le côté extraterritorial qui dit « Ok, sur une décision de justice, je peux aller chercher quelque chose. » Honnêtement, donc,
tu l'as dit, données sensibles, c'est un vrai sujet. Il faut avoir de la donnée qui est susceptible d'intéresser quand même. Il y a un moment, il faut relativiser. Hein. C'est comme au début de l'agence digitale, hein. Tout le monde voulait me faire signer des NDA. Parce que tout le monde avait la meilleure idée du monde. Ça y est, c'est parti, quoi. Les gens ont compris que en fait, c'est pas le fait de t'exposer une idée qui est incroyable. C'est le fait de l'incarner, c'est le fait de la porter. C'est pas l'idée en elle-même. Globalement. Donc, on a évolué là-dessus. Donc, je signe beaucoup moins de NDA. C'est plutôt pas mal. Bon, bref. Donc, voilà. Enfin, moi, mon sujet, c'est toujours un peu pareil quand même. Hein. C'est du pragmatisme et de la connaissance et savoir pourquoi. Et discuter avec, que ce soit toi dans ton entreprise, les clients, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut. C'est un vrai sujet. Et pour répondre à... Il n'y a plus personne dans les bureaux en 2 secondes. C'est vrai, je fais des raccourcis des fois quand même. Non, mais en fait, effectivement, post-Covid, nous, on va dire une quarantaine globalement. Effectivement, télétravail aidant, on a instauré du télétravail et donc il y a des jours fixes, il y a des jours optionnels, les jours optionnels deviennent fixes. Et effectivement, c'est dans ce sens-là que je dis, il y a effectivement, nous on a une population de collaborateurs qui semble trouver son équilibre dans un fonctionnement entêté. Et donc, effectivement, il y a de moins en moins de monde dans les bureaux. Et donc, nous, par exemple, on va être amené à changer de bureau pour revenir à une taille qui fait que quand on est là, on n'entend pas des échos, quoi. Tu vois, ah ouais, c'est bon, il est là-bas. Donc, c'est une réalité, c'est une transformation. On pourrait se dire, ah bah attends, on ramène tout le monde au bureau. Ça se défend, c'est un vrai sujet, mais ça se débat. Il faut savoir pourquoi tu le fais aussi. Puis il faut proposer quelque chose. Enfin, c'est présentiel pour du présentiel, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, moi, j'ai une conviction en tant qu'entrepreneur, c'est que l'intelligence collective, l'interaction, la relation, ça a une valeur de dingue et que c'est pas en visio qu'on la crée. Ça, mais c'est ma conviction. Donc après, il faut fédérer. Dernière question. Oui, vous parlez de l'IA comme outil de développement et d'outils de développement plutôt orientés produits digitaux et services. Et vous faites le constat donc que ça permet d'accélérer la phase de prototypage, mais qu'il faut malgré tout avoir des compétences fortes quand on passe à l'industrialisation. Quel est, à votre avis, est-ce qu'on peut faire ce même constat pour des produits qui sont, j'allais dire, physiques, et quel est dans ce cas-là l'apport de l'IA? C'est une bonne question. Je pense que dans le futur, il n'y a aucun doute qu'on pourra le faire. Aujourd'hui, sur les produits physiques, la complexité est qu'on a du mal, justement, pour le moment, dans ce prototypage. Mais pour autant, ça peut aider. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des maquettes très rapidement. Il y a pas mal d'outils, par exemple, si on parle d'un produit fini en 3D, par exemple, il y a pas mal d'outils qui sont en train de se développer pour justement venir très rapidement le prototyper. Donc, je pense que ça va arriver. Maintenant, la différence, c'est que dans les produits 3D finis, c'est que derrière, on ne peut pas court-circuiter l'industrialisation et donc la conception physique de l'objet. Et aujourd'hui, on n'a pas accéléré cette phase-là. Oui, la transposition physique, effectivement, c'est un sujet. Alors, on a eu quand même beaucoup de Fab Lab et tout ça à une époque. Je ne sais pas trop ce que c'est devenu. Pour moi, c'est un peu disparu Enfin, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais effectivement, qui était un moyen, globalement, de faire effectivement une imprimante 3D, de concrétiser quelque chose. Donc, j'imagine que, si tu veux, il n'y a pas de raison que cette partie-là... En fait, c'est une histoire de chaîne et d'écosystème toujours, quoi. Donc, est-ce que l'écosystème est complet, pas complet? Est-ce qu'il a du sens? Et est-ce qu'économiquement, il tient la route? Bon, si c'est le cas, du coup, ça va se développer et il va y en avoir un peu partout. Après, ce qui est vrai dans les produits physiques, c'est que, a priori, aujourd'hui, ils sont, à part des produits artisanaux, 100% conçus en numérique. Donc, de l'IA dans j'imagine, alors je ne sais même pas si ça s'appelle encore AutoCAD, ça doit être de la folie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit, là où on faisait 100 prototypes physiques d'une roue de train, j'invente, hein, on n'en fait plus que 2 parce qu'on a atteint un niveau de simulation qui est dingue et du coup, on accélère. Je pense. Bon, mais j'avoue, je ne suis pas super compétent dans le domaine.
Et ceci étant dit, moi, ma conviction, mais c'est ma conviction et ça n'engage que moi, je pense que la prochaine révolution sera dans la robotique. C'est-à-dire que toutes ces technologies qu'on a créées dans la génération de texte et on ne rentrera pas dans les détails, mais peuvent s'appliquer à la robotique. Et je pense que dans les années qui arrivent, même ça prendra peut-être un peu plus de temps, les révolutions à venir seront dans la robotique et donc potentiellement dans une industrialisation simplifiée ou accélérée. Ce qui va dans le sens, tu vois, de notre histoire de plateau, d'énergie, de transistors qui se déclinent, ainsi de suite. C'est un peu ça. C'est comment est-ce qu'on va faire nos IA plus spécialisées. On le fait déjà, hein, mais plus sobres, moins gourmandes en termes d'énergie, plus spécialisées. Donc, du coup, bah oui, après la transmission, on voit que mécaniquement, on sait déjà faire des trucs de dingue. Donc, si le couplage des deux, on est. Enfin voilà, Iron Man, c'est pas forcément de la science-fiction. Hein. Non, mais en tout cas, merci pour ces débats, ces réflexions. Et c'est bien parce qu'on termine finalement, on a commencé par l'IA, on termine en ouvrant à la fois sur le physique et sur les évolutions technologiques qui finalement se situent dans tous les domaines. Et on voit que de toute façon, on va intégrer l'IA dans d'autres secteurs. Il y a d'autres technologies qui évoluent. Les impressions 3D, on peut imprimer une maison, enfin, etc. Donc on voit qu'on est dans un environnement qui évolue. Et en tout cas, le message qui est ressorti ce matin, c'est de dire, effectivement, il y a de l'accélération, il y a du potentiel, mais surtout de la concrétisation qui se traduit par de l'accélération sur un certain nombre d'aspects. Et ça, c'est évidemment intéressant. Mais en disant, finalement, des vieux messages traditionnels qui sont quand même de dire, attention, quel est ton problème, quel est le besoin, comment tu réponds, et finalement, dans quelle mesure tu as quelque chose qui, derrière, s'intègre dans une logique d'industrialisation et de capacité à produire. Donc, finalement, on rénove sur beaucoup de choses, mais en gardant quand même des bons... Je retiens que lui nous a dit, le nombre de fois il nous a dit, pensez au ROI et pensez à l'impact de ce que vous faites et à l'utilité pour le business, c'est quand même vraiment important. Et on voit qu'il y a cet enjeu finalement d'appropriation de l'outil, de concrétisation, et ça c'est vraiment important. De management derrière, comment on va l'intégrer dans les équipes, comment on va gérer notre propre structure. Et donc pour ça, c'est quand même des messages qui sont super importants. Je vous propose de céder la parole à mon complice, d'abord de remercier nos intervenants pour leurs propos très stimulants. Et je cède la parole à mon complice Emmanuel Frémiot. Qui a beaucoup participé. Juste pour vous dire que la prochaine masterclass, sera le 17. Tu peux être devant nous, c'est pas grave. Ça va. Il faut qu'on te voit. Le 17 octobre au matin, donc toujours avec le partenaire Pôle Finance Innovation, et la thématique sera entreprendre sous pression et gérer les crises pour mieux rebondir. Oui. Voilà. Donc, on va, et vous voyez qu'Emmanuel, qui en fait a tout préparé en back-office, mais qui a son habitude, donc c'est lui qui nous apporte l'industrialisation du process, la conception, etc. Mais on a eu du mal à le faire venir au devant de la scène. Et effectivement, Marie-Lou et Nicolas aussi et Maximilien qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Vraiment, encore un grand merci à vous toutes et tous, à distance ou évidemment en présentiel. Et on a hâte de vous retrouver sur cette question d'entreprendre sous pression. Merci.